C'est parti. C'est parti. Je parcours les villes et les continents à bord de mon joli petit train. Je le fais toujours en chantant. Je trouve ça plus amusant. Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode d'Il était une suite, un podcast qui entend revoir et interroger les suites Disney dans une perspective féministe, queer et gender. Alors nous sommes Fanny Fonexerd et Jeanne Modou, deux chercheuses en littérature et en études cinématographiques respectivement. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la suite du Bossu de Notre-Dame, Le secret de Quasimodo, sorti en 2002 en vidéo. Le jour d'amour, ta chanson est dans l'air. Quelle prière vas-tu satisfaire? Quelle promesse vas-tu faire? Avant toute chose, un grand merci à notre monteur et génie technique pour son aide précieuse. Vous pouvez retrouver des infos et des bonus sur le compte Instagram du podcast @il était une suite avec un point entre chaque mot et un _ avant podcast. Merci également à Anto Delbo pour son commentaire sur le compte Spotify, ça nous fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous et prolonger les réflexions amorcées dans nos épisodes. Top Mickey ? Top Mickey. Montez tous à bord! On va passer au premier segment du podcast qui s'appelle Première rencontre et c'est un segment dans lequel on évoque nos souvenirs et notre histoire personnelle en lien avec le film du jour. Qu'est-ce qu'il représente pour nous ? Où est-ce qu'il se situe en gros dans notre tier list perso des films de Disney et de ses suites ? Vas-y Jeanne, à toi. Alors personnellement, j'aimais beaucoup le Bossu de Notre-Dame 1, que il me semble j'avais aussi en VHS comme Pocahontas, Mulan, etc. Mais je suis persuadée d'avoir jamais vu le 2 avant de le revoir justement pour ce podcast, avec une certaine excitation, je dois l'avouer. Excitation qui malheureusement n'a pas du tout fait long feu. Et en parlant de feu, dans le Bossu de Notre-Dame 1, la séquence où Frollo, le grand méchant style papy pervers du 1, chante devant une réplique d'Esmeralda en feu, m'avait particulièrement marquée en étant enfant. Je me souvenais avec beaucoup de détails de cette séquence et je me suis même surprise à chantonner les paroles. Donc je vais peut-être pas le chanter, mais c'est infernal, bacchanal, l'enfer noirci ma chère. Et à y repenser, c'est quand même une imagerie et des paroles très très dark pour un dessin animé à destination des enfants. J'ai recontrôlé sur Disney+, la limitation elle est à 6 ans, ce qui me paraît être très jeune pour justement toutes ces questions de sorcellerie. C'est chaud. C'est chaud, de ouf. Et pas sûr qu'à l'époque j'avais les outils justement pour comprendre et désamorcer, on va dire, l'obscurantisme religieux et surtout la violence des propos de Frollo envers la communauté tzigane et envers les femmes. Mais, c'est un énorme mais, j'étais avant tout méga fan de la comédie musicale, Le Bossu de Notre-Dame, qui a finalement un peu éclipsé le dessin animé, dans mon cœur en tout cas. Et j'étais tellement amoureuse de Garou qui joue le rôle de Quasimodo, je pense même que ça a été mon premier crush ever. Et mon père, je me rappelle, il m'avait offert, je sais plus pour quel anniversaire, des billets pour un concert de Garou. Et j'étais apparue sur les grands écrans de la salle de concert. La star. Quand il filme là dans la foule. Et pour moi, à cet instant, c'était sûr que que Garou allait tomber amoureux de moi et qu'on allait finir notre vie ensemble. Alors Garou, si tu nous entends aujourd'hui, elle est où la bague, putain? Et en faisant ma propre analyse donc de ma relation avec ce film et en revoyant le 1 pour ce podcast, je me rends compte que le personnage d'Esmeralda en particulier me pose un vrai problème. Tout comme des millions de personnes, les films Disney ont bercé mon enfance et ont participé à la construction de mon identité, notamment mon identité de genre. Et petite fille, je voulais trop lui ressembler, comme toutes les petites filles qui veulent ressembler finalement aux princesses Disney, et ce, uniquement ou principalement parce qu'elles sont belles. C'est la raison d'être des princesses Disney. Les femmes, elles doivent juste être belles, quoi, en fait. Et si elles sont intelligentes et fortes, c'est seulement un petit truc en plus, quoi, c'est pas essentiel. Esmeralda, dans le 1, elle nous est quand même présentée comme la plus belle fille de France, c'est précisé dans une chanson au tout début du film, par Clopin, le personnage un peu associé à un clown. Et dans mes souvenirs un peu flous de cette époque de mon enfance, j'avais demandé à mes parents de m'acheter un bracelet de cheville pour pouvoir le porter comme Esmeralda, avec de longues jupes, les épaules dénudées et un bandeau dans les cheveux. Ça revient à la mode. Ouais, c'est un peu hippie chic quand même. Des apparats quand même
hyper sexualisé dans le film. Il y a une mise en évidence explicite de ses jambes et de ses pieds nus, de sa peau métisse, de ses longs cheveux texturés détachés, et surtout de ses énormes gougouttes. Donc là, c'est une petite rêve perso. Désolée, j'étais obligée de la faire. Je déteste ce mot. Je déteste ce mot. Moi, je l'adore. Je trouve ça génial qu'on ait pu inventer ce mot. Donc finalement, que des marqueurs érotiques d'une féminité libérée et sauvage. Et pendant la fête des fous, donc dans le premier opus, elle se met à faire une danse très érotique, d'autant plus évident quand on voit les réactions du public masculin, dont Frollo, qui bave littéralement devant elle. Elle détourne même, alors ça je me rappelais plus, c'est en le revoyant que je me suis rendu compte de l'énormité que c'est. Elle détourne l'utilisation de la lance d'un des gardes de la ville pour faire de la pole dance, la meuf. Et c'était avant la grande résurrection de l'art du pole dance. Oui, c'est précurseur de la pole dance. C'est précurseur. Et c'était à une époque où c'était de fait vraiment attaché à une connotation sexuelle, femme de petite vie, donc tout ce qu'il y a de plus négatif à l'encontre des travailleurs et travailleuses du sexe. Ouais. Et pas juste un sport. Oui, c'est vrai. Et Esmeralda, elle a aussi ce côté un peu sorcière, puisqu'elle fait des tours de magie et elle maîtrise notamment le changement d'apparence pour échapper aux forces de l'ordre, ce qui va totalement dans le sens d'une sensualité exacerbée et considérée comme ingérable, voire dangereuse. C'est une créature du démon, une fleur du mal qui trouble les consciences avec des pensées impies, selon les dires de Frollo, et qui a pour meilleure amie et confidente une chèvre, quand même, faut pas l'oublier. Donc là, vous ne le verrez pas, mais Fanny a imité une chèvre. J'ai channelé mon inner Jali. Donc dans cette chanson justement infernale qui m'avait tant marqué, Frollo dit quand même qu'un rideau de feu soit son linceul avant de reprendre le refrain infernal, bacchanal, diabolique sorcière. On peut pas être plus clair que ça. Et justement, avec ce très grand détour pour finalement arriver à ce point précis, petite, j'ai toujours eu un truc un peu pour les sorcières. J'avais un collier que je portais toujours, que ma maman m'avait offert, avec une toute petite sorcière en or sur son balai. Et c'est seulement bien plus tard, à l'âge adulte, que j'ai pris connaissance du lourd passé historique de la région en Suisse où j'ai toujours vécu, le Valais. C'est ici, dans cette petite région farouchement catholique, qu'on a procédé aux premières campagnes de chasse aux sorcières et sorciers des Alpes occidentales à partir du XVe siècle, donc justement la même époque que celle représentée dans le film. Et la Suisse détient malheureusement le record du nombre de victimes, femmes, hommes et enfants confondus. Donc voilà, selon moi, tout se recoupe et nos prédilections ou nos fascinations d'enfants ne sont pas si anodines. C'est pour ça, d'où l'intérêt de s'intéresser finalement dans une démarche critique des représentations aussi à celles destinées aux enfants. Et toi, Fanny, ton souvenir? Non mais cette transition, là tu me coupes l'herbe sous le pied avec un truc hyper trash. Et toi, Fanny? Eh bien moi, Jeanne, le premier film Quasimodo faisait partie de ceux qu'on regardait beaucoup avec mon frère et ma sœur, et je crois qu'on recréait un peu entre nous des parties du spectacle de la Fête des Fous. Alors pas celui de la torture sur la croix où on démembre ou presque Quasimodo, parce que ça c'est un peu trash, mais chanter Charivari. Je sais que j'avais eu un petit jouet McDonald's avec Clopin. Son corps était un tambour et ses deux bras faisaient tac 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 tac. Et vraiment, ça faisait un bruit du tonnerre. Et voilà, il y a eu cette période où, en fait, Quasimodo était in, quoi. Il était... je crois qu'il y avait des paroles de la chanson dans un de mes magazines. Enfin, il y avait des trucs, quoi. Et donc, on chantait les chansons de Charivari. Et un peu comme toi, j'avais une fascination pour Esmeralda parce que je la trouvais belle, c'est vrai, mais surtout je pense que quand on est enfant, on cherche ce point d'identification qui participe, comme tu l'as dit, à la construction de l'identité de genre. Et je voulais évidemment pas m'identifier à Quasimodo parce que même si on le présente comme un bon bougre, on n'a pas envie de ressembler, on n'a pas envie de s'identifier à lui. Il est quand même tout seul et il parle à des gargouilles. Je voulais pas m'identifier à Phébus parce que dans le 1 c'est quand même un gros lourd et pas aux gargouilles parce que bon bah même si elles sont fun, elles sont quand même que des gargouilles.
Et donc il restait assez peu de personnages disponibles, et par défaut Esmeralda, en plus c'est celle qui avait quand même l'animal de compagnie typique des princesses dans les Disney, donc vive Djali. Djali c'est la goat, il faut faire cette blague. Je me souviens que j'avais dessiné Esmeralda aussi et que j'adorais le côté bohème de sa grande blouse blanche et de la superposition de tous ces jupons. Et pour moi, c'était un peu un déguisement idéal. C'était facile de superposer plusieurs jupes et puis de jouer à la bohémienne. Même si j'ai évidemment maintenant bien conscience du caractère problématique de ce genre de déguisement. Et quand on est enfant, on est un peu moins sensibilisé à tout ça. Et du coup, évidemment, je passais complètement à côté de la lecture sexualisante ou objectifiante et de tout ce que cette représentation de la danseuse tzigane a de problématique. Et pour le 2, pour une fois, je crois que je l'avais découvert avant mon petit défi d'étudiante, donc j'avais déjà évoqué dans les 2 premiers épisodes du podcast. Donc je sais qu'on n'avait pas la cassette, ou alors on l'avait mais on la regardait nettement moins que le premier, je sais pas. Mais il me semble que cette suite, je l'avais quand même vue, au moins avec mon frère, et je sais plus trop comment. Mais assez pour qu'on ait des références communes en mode private joke. Et ça nous faisait beaucoup rire de répéter ce moment de la séquence avec la double réplique de Zéphyr et de Quasimodo qui commentent le baiser d'Esmeralda et de Phébus au début, en étant dégoûté et en faisant « Ouais, Burke ». Et rien que ce côté un peu mielleux, susurreux, voilà, ça nous faisait vraiment nous bidonner, et on l'avait adapté à plein de situations de la vie. Donc d'un côté, j'ai ce vécu avec cette suite Disney, mais d'un autre côté, le rewatch de la préparation a été hyper douloureux quand même. Et pour ma part, quand même s'il a été douloureux, il a quand même été nettement moins douloureux que le Mulan 2, qu'on a évoqué dans le 2e épisode. Alors aussi méga douloureux pour moi, hein, je ne l'ai pas précisé, mais on en reparlera plus tard. On en reparle. Alors vous le savez si vous avez déjà écouté les épisodes précédents de notre podcast, mais je fais toujours un petit point à ce moment-là du segment sur les acteurs et les actrices de doublage. Et pour cette suite, on découvre que derrière notre gentil personnage principal, le bon bougre, se cache un facho harceleur et anti-vax, option cuissarde et catogan. Alors vous l'aurez peut-être reconnu. Qui est-ce ? Il s'agit du bon Francis Lalanne, qui prête sa voix ici à Quasimodo. Et là, normalement, j'ai bien niqué ce personnage pour tout le monde, parce que dès qu'on a l'info, je trouve que c'est impossible de pas voir la gueule de Lalanne en entendant Quasimodo parler et chanter dans les 2 films. On l'imagine avec ce petit catogan du coup. Oui, c'est vrai. Et autre info intéressante, enfin que moi je trouve intéressante, c'est que c'est Emmanuel Giacomi qui double le personnage de Phébus, donc un acteur de doublage qui a aussi prêté sa voix à la Bête dans La Belle et la Bête, et à Tarzan dans le dessin animé du même nom, ainsi qu'à Clark Kent / Superman dans un très grand nombre d'œuvres DC Comics, et aussi à Pierce Brosnan dans la franchise des James Bond. Donc que des voix clairement de mecs très virils et costauds. Des vrais bonhommes. Des vrais bonhommes, comme on les aime. Hein, Fanny ? On adore les vrais bonhommes. Et on pourrait s'interroger donc sur la musicalité de ces voix et ce qu'elles créent dans l'imaginaire collectif. Est-ce que cela produit une quelconque continuité dans l'association de cette voix-là avec autant de personnages fortement stéréotypés du côté d'une masculinité forte, sauvage, hypersexualisée, etc. Une sorte d'expression de la masculinité ou de la virilité qui cherche à se rendre visible et là pour le coup aussi audible par tous les moyens, même dans le choix des voix de doublage de dessins animés à destination des enfants. Et je me demande aussi si c'était pas un peu volontaire, parce que la caractérisation physique, le visage de Phébus, il est quand même pas pareil que celui de Tarzan. Donc Tarzan a un visage assez allongé et tout. Là, Phébus, il a quand même la mâchoire hyper carrée, mais quand même un peu cachée par le petit bouc et tout. Il y a un truc... je sais que c'est les codes médiévaux de la représentation,
Mais il y a un truc vraiment grosses épaules, grosse mâchoire. Ouais. Je sais pas trop quoi faire de cette info. Puis le côté très militaire, en fait, qu'on retrouve un peu dans James Bond, Ouais. procédurier, ouais, tout à fait. Et enfin, donc Lavelière, qui est un des personnages de gargouille assez emblématiques de l'entourage de Quasimodo, n'est autre que la voix d'une des plus célèbres actrices de doublage, Pirette Pradier. Il me semblait donc essentiel juste de mentionner son nom ici. Et c'est la voix française, entre autres, de Faye Dunaway, Jane Fonda, Diane Keaton, Julie Andrews et Ursula Andress. Et chez Disney, elle fait aussi la voix française de Madame Médusa dans Les Aventures de Bernard et Bianca. Donc on en reparlera. Donc on en reparlera forcément, oui, c'est vrai. Et elle a également eu une importante carrière en tant que directrice artistique supervisant les doublages de films comme Aladdin, par exemple, dont on reparlera. Donc elle se retrouve là à faire du doublage de gargouille. Oui. Et pas la plus drôle. Pas la plus drôle, mais un des plus emblématiques quand même. Peut-être la... Oui, c'est vrai. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est quand même le personnage qui se détache le plus des 3 gargouilles. Oui. Mais c'est peut-être ma sensibilité qui me fait dire ça, je ne sais pas. Voilà. Ainsi se termine le premier segment. Allons-y. Alors, nous passons maintenant au deuxième segment qui s'intitule Formule magique. Pardon, j'ai fait un Merci un sound design. pour le bruitage. Et qui correspond donc à un résumé qu'on souhaite toujours bref, mais qui ne l'est jamais, du premier opus, donc surtout pour resituer les personnages et leur quête, on va dire, et un résumé aussi de sa suite, donc. Le Bossu de Notre-Dame, premier du nom, s'inspire évidemment du roman de Victor Hugo. L'histoire se déroule à Paris à la fin du XVe siècle et suit le destin de Quasimodo, un sonneur de cloche bossu et défiguré qui vit reclus dans la cathédrale de Notre-Dame. Orphelin, il a été élevé par le juge Claude Frollo, qui est lui-même responsable de la mort des parents gitans, qui est un... Donc le terme gitan, c'est un terme péjoratif et insultant qu'utilise le personnage de Clopin, qui est un peu le bonimenteur, chef d'orchestre, narrateur, on ne sait pas trop comment le dire, dans sa chanson, qui donne lieu à un flashback au tout début du film. Et cette séquence, elle est glaçante quand même. Toute la séquence où on suit Frollo poursuivre... les gitans, avec les guillemets, puisque c'est dans la perspective de Frollo qu'on emploie ce terme, les poursuivre et les tuer et se retrouver à avoir le nourrisson Quasimodo sous sa garde lors d'une tentative de purification de la ville. Et là encore, on met d'énormes guillemets autour du terme de purification. Donc en recueillant ce bébé tout difforme, il hésite même à le laisser tomber dans un puits, mais son geste est heureusement arrêté par l'archidiacre de Notre-Dame qui l'empresse d'élever cet enfant comme le sien. Pourquoi l'archidiacre ne le fait-il pas ? On ne saura jamais, parce que ça, vraiment, l'histoire aurait été nettement différente. Donc Frollo accepte à l'unique condition qu'il demeure toujours dans la cathédrale à l'abri des regards. Et c'est tenu à l'écart de la société que Quasimodo est considéré comme un monstre par ce père de substitution qu'il appelle son maître, puisqu'il est seul et qu'il ne fréquente que cette abominable personne. Et il n'a pour seul ami, ce pauvre Quasimodo, que 3 gargouilles de pierre qui prennent miraculeusement vie pour lui tenir compagnie. Et elles sont nommées par des termes... chelou, je sais pas, la rocaille, la muraille et la volière. Pourquoi cet usage des déterminants ? On pouvait pas l'appeler rocaille, muraille, volière ? Ça suffisait, tu vois, et pourquoi cet accent lorrain d'un coup, là ? Oui, c'est vrai. Bisous aux Lorrains qui nous écouteraient, je sais pas si on a un public lorrain. Un beau jour, pendant la fête des fous, Quasimodo décide donc de sortir de la cathédrale, ce qu'il n'a pas le droit de faire, on le rappelle, pour assister à la célébration, et c'est là qu'il rencontre la belle Esmeralda, bohémienne, qui, pendant un numéro de danse particulièrement érotique, comme on l'a déjà évoqué, ne laisse personne indifférent, et surtout pas Phébus, le capitaine de la garde, beau gosse et musclé. Au cœur des festivités, l'homme le plus laid de la ville doit être couronné roi des fous, pourquoi pas.
Sans grande surprise et au malheur de Quasimodo, c'est lui qui est proclamé roi et il est rapidement bouli par toute la foule qui lui lance toute une variété de fruits et légumes. Donc on n'a pas compté, mais c'est sûrement plus que 5, ça c'est sûr. Il se décompose avec dans une image assez stupéfiante, tu vois. J'ai jamais vu des fruits et des légumes se décomposer de la sorte. Oui. Surtout le chou. Oui, le chou. Ouais. Mais même les tomates se désagrègent comme le chou. Quelles sont ces primeurs? Donc il se fait bouli par toute la foule sous le regard totalement indifférent et cruel de Frollo. C'est Esmeralda qui intervient pour prendre sa défense, malgré l'interdiction de Frollo de s'approcher de lui, s'attirant ainsi l'opprobre de celui-ci, qui envoie ses gardes à sa poursuite. Elle trouve donc refuge dans la cathédrale et demande, avec le soutien de Phébus, qui est déjà, on le soupçonne, a déjà des sentiments pour elle. Des sentiments. Oui, des sentiments très fondés. On les connaît, ces sentiments. On ne la fait pas, nous, hein. Non. Alors, donc Frollo oblige Esmeralda à rester dans la cathédrale pour jouir justement de ce droit d'asile, postant un garde à chaque porte. Elle s'y liera d'amitié avec Quasimodo, qui, malgré sa monstruosité, toujours, apparente, l'aide avec une immense bienveillance à s'échapper de la cathédrale. Avant de le quitter, Esmeralda lui offre un talisman, clé de la cité des gitans, que l'on appelle aussi la cour des miracles, où il pourra trouver asile en cas de besoin. J'ai l'impression que c'est l'épisode où on mettra le plus de R guillemets. Il y en aura partout. Oui. Suivez notre intonation. Faudrait mettre un bruit de cloche à chaque fois qu'on met des guillemets. Oui, un sound design. On laissera notre monteur et génie de la technique s'en occuper. Bisous. Esmeralda est donc au centre d'un triangle amoureux, peut-être plutôt un carré amoureux même, puisque Quasimodo, Phébus et Frollo commencent tous à avoir des sentiments pour elle. Des sentiments. Frollo est véritablement pris d'une obsession incontrôlable, il veut la posséder ou la faire brûler pour sorcellerie, c'est l'un ou l'autre, hein. Il est sur un spectre qui ne connaît pas de middle ground. Pour ça, il est prêt à brûler des maisons et à faire exécuter des familles entières dans le plus grand des calmes. Et ce faisant, il demande l'aide de Quasimodo pour la retrouver, puisqu'elle s'est cachée à la cour des miracles. Donc on apprend ensuite que tout ça faisait partie du plan diabolique de Frollo, qui s'est en effet contenté de suivre Quasimodo et Phébus pour la retrouver. Elle est donc condamnée à une exécution publique et Phébus fait prisonnier, Quasimodo enchaîné, rapatrié sur son balcon en haut des tours de Notre-Dame, face au bûcher sur lequel Esmeralda sera brûlée si elle refuse de se donner à Frollo. C'est bien connu, c'est comme ça que les procès se passent, hein, si tu es libéré, si tu acceptes de coucher avec le juge. En réponse, elle lui crache à la gueule, j'aime pas trop les scènes de crachat en général, mais celle-là, elle est bien envoyée. Et puis, il y a un côté très visqueux et, je sais pas, il y a un côté très liquide qui se dégage de l'écran à ce moment-là. Oui. On le ressent. C'est très jouissif, ouais, comme scène. Et on dit pas ça parce qu'on est féministe, hein, c'est vraiment jouissif pour tout le monde. Le bûcher est donc allumé, grosse scène dramatique, on va brûler la sorcière, quoi. Et Quasimodo, de rage, là, se transforme en bête, littéralement, détruit ses chaînes et descend sauver la belle des flammes. Remonte ensuite sur la grande rosace de la cathédrale, en bon pro ninja du parcours, et il crie 3 fois « droit d'asile », ce qui est un peu repris après dans la comédie musicale. Il y a toute la chanson, je t'entends la chanter maintenant que tu as dit que oui. Tu avais cette passion. Démesurée. Oui, démesurée totalement. Pour Garou, on rappelle. Pendant ce temps, Phébus réussit à se libérer, on ne sait pas comment, hein, parce c'est un beau gosse, donc tout lui réussit. Et il appelle tous les citoyens de Paris à prendre les armes pour libérer la ville de la terreur de Frollo. Après une ultime tentative de poignardage dans le dos de la part de Frollo sur Quasimodo, Quasimodo résiste à toutes les attaques de son maître et sauve in extremis Esmeralda et lui-même de la mort. Frollo et Quasimodo, au cours de cette grande scène de castagne, chutent dans le vide,
Mais seul Quasimodo est rattrapé un peu plus bas par Phébus, qui, grâce à ce grand acte d'héroïsme, pécho définitivement Esmeralda. Quasimodo doit renoncer à ses sentiments envers elle et accepte finalement l'amour qu'il a maintenant devant les yeux en rejoignant les deux mains de Phébus et d'Esmeralda en une seule main. Ouais, de nouveau des gestes pour un podcast audio. Elles sont futées. On a oublié la nature de notre médium, excusez-nous. Donc les 3 compères sortent de la cathédrale et sont acclamés par la foule. Une petite fille se détache de cette foule et caresse le visage de Quasimodo en signe de remerciement. Il est accepté par la société, tout va bien, fin. Et cette petite fille, on la retrouve pas dans le 2 ? Il me semble que c'est une des petites filles qu'on voit dans les publics d'enfants. Ah, peut-être, ouais. J'ai pas fait gaffe. On les reconnaît pas parce qu'elles ont des petits capuchons qui protègent leurs cheveux, là. Donc l'intrigue du Bossu de Notre-Dame 2 se situe plusieurs années après les événements du premier film. Quasimodo vit toujours seul dans sa cathédrale. Il cherche un colocataire, peut-être. Et il continue à sonner ses grosses cloches. Je vais pas réussir à le dire. Il continue à sonner ses grosses cloches, là. Et en plus de la fabrication de figurines qu'on avait vues dans le 1, ce qui le rendait un petit peu artsy, il fait maintenant aussi des mobiles en vitrail. Donc il lui reste plus qu'à ouvrir sa boutique Etsy. Et on te soutient, Quasimodo. Esmeralda et Phébus ont maintenant un fils. Rassurez-vous, ils sont désormais mariés. Ce fils s'appelle Zéphyr et Quasimodo est maintenant totalement intégré à la vie à la fois de la ville et de cette petite famille. Il rencontre au cours d'une de ses promenades Madeleine, une jeune femme qui travaille dans le cirque en tant qu'assistante du magicien Sarouche. C'est Madeleine qui cache un lourd secret, contrairement à ce qu'on pourrait comprendre dans le titre du film, qui est Le secret de Quasimodo, donc ce film bien mal nommé, puisque Madeleine est en réalité liée à une bande de malfaiteurs qui cherchent à voler la plus précieuse cloche de Notre-Dame, qui s'appelle la Fidèle, et cette cloche a tout l'intérieur de la coupole décoré d'or et d'énormes pierres précieuses. Et le magicien Sarouche, qui est en réalité un maître criminel, envoie Madeleine, en réalité aspirante funambule, soutirer des informations à Quasimodo en faisant semblant de l'aimer, parce que c'est le move le plus facile et le plus logique qui soit. Dans un premier temps, choquée par l'apparence physique de Quasimodo, Madeleine apprend peu à peu à connaître cet être particulier et à aimer sa personnalité positive et bienveillante. Tout comme lui, Madeleine est une orpheline élevée par Sarouche depuis l'âge de 6 ans, lorsqu'elle avait essayé de lui soutirer des pièces parce qu'elle avait juste faim. Et les deux jeunes tourtereaux tombent donc progressivement, mais assez rapidement amoureux l'un de l'autre, en se trouvant donc plein d'affinités. Pendant ce temps, grand geste, Phébus enquête sur une petite série de crimes qui se sont produits dans la ville depuis l'arrivée du cirque de Sarouche, et il soupçonne à raison l'influence négative de Sarouche, mais il est, se faisant juger de gros raciste par sa femme Esmeralda, qui défend bec et ongle que tous les gens du voyage ne sont pas forcément des voleurs. Elle a raison. Pourtant, Sarouche, effectivement, dans ce film, demande bel et bien à Madeleine d'éloigner Quasimodo de Notre-Dame pour qu'il puisse mener à bien son machiavélique plan de voler la cloche La Fidèle, ce que Madeleine se résoudra à faire pour garder la vie sauve à son nouveau chéri d'amour, aka Quasimodo. Ce second opus s'éloigne donc très clairement de la tonalité sombre du premier, qui tournait, on le rappelle quand même, autour des sujets de la cruauté humaine face à une prétendue monstruosité, de purification xénophobe, de pouvoir militaire et de torture, du poids de la religion, de visite des catacombes, etc. Et se concentre plutôt sur la relation amoureuse et les péripéties entourant la mise en couple du personnage principal, comme ça a déjà été le cas en fait pour les 2 autres suites que nous avons analysées dans ce podcast. Il suffit pour se rendre compte de ce changement de ton de comparer les 2 musiques de pré-générique. Dans le premier opus, on est sur une musique d'église avec un chœur et des sons de cloche qui reprennent le leitmotiv du film particulièrement lugubre et sombre,
alors que dans le 2, c'est des cloches d'une musique de mariage qui laissent place peu à peu à une mélodie d'orchestre enjouée. Les génériques aussi diffèrent par leur teinte. On retrouve dans le 2 une même écriture gothique que dans le 1, mais le fond noir et les lettres en couleur sombre ont laissé place à un lettrage rose flashy, très pop, à la Pink Pony Club, pour ceux qui ont la ref. Et en même temps, on peut quand même être content du projet initial qui est de trouver un ou une partenaire à Quasimodo qui n'a rien fait pour mériter le célibat éternel, sauf s'il le souhaitait, mais de toute évidence, c'est pas le cas. Et donc, il y a ce projet de base, mais c'est dommage que ça se transforme en eau de boudin juste parce qu'il n'y a pas d'enjeu qui dépasse cette seule intrigue amoureuse. On y revient tout de suite. Donc nous glissons subrepticement, vous l'avez compris, vers notre 3e segment intitulé Péripéties, qui est le plus long et le plus conséquent de tous puisqu'il s'agit d'un commentaire critique au fur et à mesure du déroulé du film, dans lequel nous interrogeons des éléments structurants dans une perspective féministe, gender et queer. Un rêve dans les airs qui passe en coup de vent, ou trop discrètement pour qu'on en soit conscient. Pour enchaîner sur cette description du générique, parlons des premières images du film. D'une mocheté et d'une platitude sans égale. Je sais pas pourquoi, mais c'est ces mots-là qui me sont venus en premier en voyant surtout les plans larges de Paris et de Notre-Dame dès les premières images du bossu. Ils sont immondes. Le grain de l'image passerait presque pour celui d'une sitcom des années 70. On dirait qu'il n'y a aucune profondeur dans les images, que les contours sont mal dessinés. Et étonnamment, les teintes ici plus pastel et claires que dans le 1 donnent à l'ensemble une certaine fadeur. Les plans sur Notre-Dame en particulier, la cathédrale se fond presque dans le ciel, un mélange très très flou et particulièrement vomitif du bleu ciel et de rose pâle. Cette description magique. Et je me suis demandé, est-ce qu'on ne voudrait pas nous rassurer dès le début du film? Oui, ce film s'adresse à vous, petites filles. Ne vous inquiétez pas, on a viré tonton Fred l'alcoolo qui dessinait des trucs glauques avec des sorcières et des fondamentalistes moisis. Vous aimez Britney Spears? Regardez-moi ce joli carton-titre, rien que pour vous, avec des grosses lettres et du surlignage rose tout plein. C'est vrai qu'on était dans la pleine époque Britney Spears. Finalement, Esmeralda, c'est un peu un mélange de Britney et de Shakira teint en brune. Ouais. Et en même temps, Shakira est brune. Ouais, à l'origine, ouais. Mais c'est vrai. Revenons sur les grosses cloches de Notre-Dame, qui sont elles aussi pleines de joyaux qui brillent parce que les bijoux, ça plaît aux filles. Et là, j'ai glissé dans notre préparation une image qui renvoie à un jeu des années 90 qui s'appelait Bijoux magiques. J'ai eu beaucoup de mal à retrouver, mais les vieux. Les vieux auditeurs s'en rappellent peut-être. Nous sommes vieux maintenant, il faut arrêter de se voiler la vérité. Mais c'était un jeu où il y avait des petits cailloux enrobés d'une matière un peu bizarre, qui ressemblaient soit à des céréales enrobées de chocolat, soit à des chewing-gums séchés. Il fallait les mettre dans des petites fioles en plastique façon joyau. Et on les secouait, et ça ressortait en pierres précieuses de plastique qu'on pouvait après clipser dans des structures, elles aussi en plastique, mais dorées et argentées, pour s'en faire diadème, plastron, bague, bracelet, etc. Tutti quanti. Voilà, donc c'est à cette esthétique-là que me fait penser particulièrement les dessins de tous ces joyaux dans le film. D'ailleurs, qui sont aussi je suis en train de faire... Il y a les vitraux de Quasimodo, les petits mobiles de vitrail. Oui. Il y a aussi ces mêmes couleurs un peu scintillantes qu'on trouve dans les grosses cloches. Pourquoi je m'énerve, je ne sais pas, mais en tout cas, cette esthétique, les joyaux ont l'air plats. Comment est-ce que tu peux... Mamma mia, on revient sur le Mamma mia juste après. Mais comment est-ce qu'on peut représenter des joyaux sans relief? Oui. Toute leur raison d'être, leur quintessence, réside dans le fait qu'ils sont en facettes et un peu taillés, biseautés pour réfléchir la lumière. Et là, on a des dessins
tellement plat que les joyaux semblent plats. Ouais. J'ai fini ma diatribe, tu peux y aller. Merci. Merci Fanny. Donc le film s'ouvre sur les préparatifs du Festival des Amoureux et non plus de la fête des fous comme dans le 1. Mièvrerie à tous les étages, donc on vous a prévenu. Et comme on l'a dit, on est dans un cas comme dans celui de Pocahontas et de Mulan, où le deuxième opus est réduit à une intrigue sentimentale sans ampleur, bien loin des problématiques générales qui concernent tout un groupe ou tout un peuple qu'on avait dans les premiers volets. Donc les personnages là, pendant l'ouverture, se distribuent des roses qui ressemblent, notons-le, à des tulipes tout droit venues des serres industrielles de Hollande. Et voilà, on comprend pas trop ce qui se passe. Cette distribution de fleurs, c'est un peu la Saint-Val. Et on dirait surtout que tous les personnages ont pris du LSD, vu que tout le monde s'aime en mode peace and love, qu'il n'y a plus aucune tension dans la ville. Tout le monde, il est gentil, tout le monde, il est beau, quoi. C'est bien connu, le Moyen-Âge, peuple d'amour et de lumière. Je suis pas en train de dire que le Moyen-Âge est une période obscurantiste. Ce n'est pas ça. C'est vraiment cette représentation-là de... Je montre l'écran caché. Cette représentation dans le deuxième opus de Quasimodo qui est particulièrement mièvre, mielleuse, complètement irréaliste. Je me souviens même d'un plan assez bizarre qui nous a beaucoup fait rire sur deux amoureux qui s'embrassent et qui semblent en fait complètement aimantés par la bouche parce qu'ils se collent l'un à l'autre comme ça, comme s'ils ne savaient pas utiliser leurs orifices buccaux pour s'embrasser. Donc ils découvrent apparemment l'art du baiser en se cognant le nez. C'est peut-être comme ça qu'on s'embrassait au Moyen-Âge, on sait pas, il faut pas juger. C'est vrai. Peut-être que Disney a fait de savantes recherches anthropologiques sur les baisers. Donc tout le monde s'embrasse, tout le monde danse, même la chèvre un peu grumpy d'Esmeralda rejoint Quasimodo et Esmeralda dans une danse de la joie. Quasimodo n'est donc plus ce monstre rejeté de tous comme dans le 1, il est totalement intégré à la communauté, et c'est une super nouvelle quand on sait comme nous attacher à son personnage. Il offre des roses à tour de bras au couple présent. Et il vole. Il offre des fleurs en volant dans le ciel à la Spider-Man, puisque apparemment en 2002 on pressentait venir la fusion de Marvel et de Disney, donc allons-y. Il lui manque plus que les petits filets. Et je sais pas si Quasimodo est au courant que les roses jaunes, c'est pas très positif comme signification, quoi. C'est un peu en mode « Tiens, cocu, toi aussi, cocu. » Voilà, ça c'est la petite voix que je me suis fait dans ma tête pendant le film. C'était obligé. Et même Clopin, qui dans le 1 était quand même responsable du lynchage public de Quasimodo lors de la fête des fous, est ici tout sourire et lance un dernier rire en mode Joker face caméra à la fin de la première chanson du film. Ce rire de Joker, c'est peut-être le signe aussi qu'un méfait est en train de se tramer. Donc c'est le pressentiment, l'annonce du drame. Et on retrouve ensuite nos trois gargouilles, dont une, la volière, qui exploite encore ici le cliché de la vieille folle aux pigeons, avec ce comique de répétition basé sur elle qui tente désespérément de se débarrasser des pigeons qui se posent sur ses épaules ou sa tête. Disney, toujours aussi inclusif, nous rappelle, grâce à ces personnages de guide pour Quasimodo que sont les gargouilles, et au cas où on aurait oublié, que le modèle à suivre, c'est la monogamie hétérosexuelle. Même chez les tziganes, faut pas déconner les mecs. Ouais, attends. Et à travers le discours justement de ces gargouilles, on apprend que le but de la séduction, c'est l'union deux par deux. Volière s'exclame d'ailleurs « Ah, on dirait que chacun trouve sa chacune !» D'accord, le message est clair. Dès la 4e minute du film, mieux vaut pas finir seul et mieux vaut pas être gay, Quasimodo. Donc même la cloche, la fidèle, qu'il faut que Quasimodo polisse. Vraiment, le nombre de sous-entendus scabreux dans ce deuxième volet, c'est indécent. Donc le terme de la fidèle, moi, m'intéresse parce qu'il y a comme une irruption du vocabulaire sacré, certes, mais qui est là utilisé beaucoup plus prosaïquement à l'égard du couple
on dit que d'un couple qu'il est fidèle, que l'époux ou l'épouse est fidèle, et donc cette cloche dont on dit qu'on peut toujours se reposer sur elle, avoir confiance, et donc baptisée la fidèle. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y aurait eu d'autres noms plus à propos pour une cloche. Suggestion. Et aussi précisons donc dans cette grande inclusivité qui connaît Disney, que l'une des gargouilles est amoureuse de la chef d'Esmeralda. Mais bon, ça va, ça passe, parce que la gargouille, elle est identifiée comme un homme et la chèvre comme une femelle. C'est Rocaille, je crois, la gargouille. Ouais, je sais jamais le nom des deux. C'est une question qui m'a toujours interpellée à propos de Volière, la Volière, qui a l'air d'être identifiée comme féminine, et tu as dit que la doubleuse était donc une actrice féminine, qui a une voix de la sagesse un peu tremblotante, donc c'est dû aussi au fait que l'actrice doubleuse a un certain âge, mais je me suis demandé à quel point il y avait une forme d'agisme aussi dans la représentation de cette gargouille spécifiquement, la Volière, parce que les deux autres gargouilles, la Rocaille et la Muraille, je crois, n'ont pas particulièrement ces caractéristiques de vieux. Ouais. Donc je me suis demandé pourquoi la caractéristique agiste intervenait surtout sur le personnage de gargouille qui serait plus particulièrement identifié comme féminin. Et on peut du coup peut-être faire un petit point inclusion chez Disney, puisqu'on a beaucoup parlé d'inclusivité là ces dernières minutes. Donc on enregistre ce podcast juste après l'annonce de Disney, comme quoi ils arrêtaient leur programme inclusion. Donc comme quoi c'est 2 pas en avant et 3 pas en arrière. Donc on fait bien de prendre la relève et de proposer tout ça d'un point de vue critique, je pense. On dépasse donc avec cette suite le gros complexe d'Oedipe de Quasimodo. On le rappelle, dans le 1, Esmeralda ressemble quand même beaucoup au personnage de la mère de Quasimodo. Ce second opus fait très fort puisqu'il débute donc sur le combo mariage et enfant, avec une Esmeralda qui ne ressemble plus vraiment à Esmeralda, tant elle a les traits bâclés et moches dans cette suite, et un Phébus plutôt plexus solaire qui officialise sa relation avec elle à la fin du 1 et qui dans la foulée la marie et lui fait un gosse avant le second opus, donc belle prouesse. Un vrai bonhomme. Il y a un truc aussi de la performance de la virilité dans le fait d'être capable de faire un enfant. Oui, c'est vrai. Surtout que c'est pas précisé exactement combien de temps sont déroulés, mais ça paraît hyper rapide. Donc ouais, belle perf. Belle perf. Alors peut-être un petit point important sur le nom de Quasimodo. Le choix de son nom incombe à Frollo, dans le 1 donc, un nom qui veut dire difforme selon l'histoire que raconte Clopin au tout début du 1. Et la production du Bossu de Notre-Dame avait d'ailleurs suscité une campagne préventive contre la représentation stigmatisante des personnes ayant une syphose, soit une courbature excessive de la colonne vertébrale qui peut former une bosse au niveau, notamment dans le haut du dos. Et les responsables des studios Walt Disney avaient refusé de modifier le titre en dépit des demandes. En même temps, la syphose de Notre-Dame, ça sonne moins bien. La syphose de Notre-Dame. Oui, c'est vrai, ça aurait pas été ouf. Il n'a d'ailleurs jamais été question de modifier le prénom du héros, qui veut littéralement dire en latin à moitié formé. C'est Célia Sauvage qui parle de tout ça dans son livre Décoder Disney Pixar, désenchanter et réenchanter l'imaginaire. Elle revient donc sur la jeunesse du caractère design de Quasimodo qui aurait apparemment été un véritable casse-tête pour l'équipe d'animation qui n'arrivait pas à modéliser une version kid-friendly, assez jeune public, pour atténuer la supposément monstruosité effrayante de la syphose du personnage. Je me demande aussi à quel point, si on avait le temps et si on pouvait se permettre de mener plus en avant ces recherches, si on gagnerait pas à aller voir du côté des Creep Theories qui étudient justement les enjeux des représentations des personnages avec des handicaps. Oui. Mais bon, là on dépasserait notre sujet et le temps que nous pouvons en toute honnêteté répartir pour la création de ce podcast. Mentionnons également que l'identité Rome de Quasimodo est aussi visuellement atténuée dans les deux films. Contrairement à son père et à sa mère, et contrairement à Esmeralda, le sonneur de cloche est très clair de peau,
comme blanchi par la mise en scène, tout comme l'enfant métis de Phébus et d'Esmeralda, clair de peau et blond, comme une version un peu copier-coller de son père. Je crois que ça s'appelle le whitewashing. Et en même temps, Phébus intervient à plusieurs reprises, un peu comme un bon gros daron désinvesti complètement, en mode « écoute ta mère, jeune homme », parce que ça, c'est vraiment une phrase de bonhomme. Et d'éducation positive, surtout. Yes. Et non genré. Et non genré, oui. Ouais. Et grande première dans cette suite, Esmeralda porte maintenant des chaussures. Alors je me suis demandé si c'était un effet secondaire du mariage, ça, de ne plus se promener pieds nus. Elle qui, même dans les catacombes, n'avait jamais de quoi se couvrir les pieds. Il faut peut-être y voir un signe d'une civilité nouvellement acquise grâce au lien du mariage, d'autant qu'elle n'est plus nomade du coup, depuis son mariage avec Phébus, et sûrement domestiquée aussi par la même occasion. Pas de chaussures, pas de maison. Pas de maison, pas de palais, pas de palais, pas de palais. Ouais, mais un peu comme Pocahontas, qui avait d'un coup trouvé des chaussures en arrivant au Royaume-Uni. Bon, là, on a en tout cas le film qui s'ouvre sur Phébus, gros lourdeau, qui veut s'assurer qu'Esmeralda, en tant que sa digne épouse, ait bien sa possession à lui, puisqu'on le rappelle, les hommes possèdent les femmes, jusqu'à très récemment dans l'histoire du monde. Et il voudrait qu'elle aille crier publiquement, littéralement, sur la place publique, son amour pour lui à l'occasion de la fête des amoureux. Et c'est ce qu'ils font à la fin, spoiler alert, j'aime Esmeralda, crie-t-il, et j'aime Phébus, crie-t-elle. Donc il faut, pour la fête des amoureux, crier le nom de son aimé dans la cloche, donc la fidèle, et voilà le nœud du problème. Toute l'intrigue du film repose sur cette tradition farfelue qui est de à la fête des amoureux, on crie le nom de son amoureux ou de son amoureuse dans une cloche. Quasimodo, problème. Quasimodo n'a personne dont il peut crier le nom, et personne qui criera son nom en retour. Donc l'enfant, Zéphyr, ne comprend pas ce qui se passe, parce qu'on sait bien que les enfants sont innocents. Bien joué Disney. Donc le fait de passer par la subjectivité de Zéphyr ou de Djali, certaines scènes, c'est vraiment un subterfuge pour nous inviter, spectateurs, spectatrices, à prendre un peu de recul et à voir les choses avec l'émerveillement et l'innocence des enfants ou des animaux. Et là, l'enfant ne comprend pas ce qui se passe à la fête des amoureux, c'est bien connu. On en vient ensuite à la subversion genrée la plus évidente du film, qui se perd, tout comme dans beaucoup d'autres Disney, dans le maquillage des antagonistes. Presque tous les antagonistes, hommes et femmes, semblent avoir du fard à paupières, les plus souvent gris ou mauve ou violet. On l'avait déjà mentionné dans le premier épisode concernant le personnage de Radcliffe. Dans le Bossu de Notre-Dame 2, le méchant propriétaire du cirque Sarouche, qui est une version un peu fit et narcissique de Radcliffe, se reconnaît à son rouge à lèvres très prononcé qui rappelle celui de plusieurs autres méchantes comme la Reine de Cœur, Maléfique, Cruella, Ursula ou encore Isma. Il est tellement queer-codé qu'il est non seulement tout de violet et de rose vêtu, mais il a même les pupilles violettes. Il est violet donc de l'intérieur et de l'extérieur, quoi, balèze, le type. Moi je les vois bleus, les yeux de... Ah ouais ? Ouais, ils sont bleus mais genre fluo, qui transpercent ton âme. Ah moi je les voyais clairement violets, mais violets genre pâle. Et en même temps, dans cet accordéon de couleurs, il y a la question de son costume, sur laquelle on reviendra, mais déjà, disons tout de suite que son chapeau, son haut de forme, est orné de plumes de paon, parce qu'il est fier et farouche, Sarouche. Et le paon, avouons-le, est quand même l'oiseau le plus drague qui soit. Donc là, il y a quelque chose aussi de la fierté, de l'estime de soi, de la surenchère, de fierté personnelle, de narcissisme qui est représenté par son accoutrement. Le bon Sarouche demande à Madeleine, avant le début du spectacle de magie, de se contenter d'être belle et séduisante. Ouais, il dit « Ton travail est d'être belle et de te taire ». Et pour rendre Quasimodo fou d'elle et ainsi lui soutirer des informations sur la grosse cloche de ses rêves. Madeleine est malheureusement un peu, je trouve, le stéréotype de la blonde.
Elle rigole, ou plutôt glousse à tout, fait des commentaires un peu bébêtes sur tout, et est maladroite, ce qui est quand même un peu con pour une apprentie funambule. Elle n'a en tout cas pas le charisme ni la ruse d'Esmeralda. En fait, elle est gentille. Elle est gentille et en réalité, il faut sans doute bien ça, semble nous dire Disney, pour qu'elle puisse être le love interest de Quasimodo. Et d'ailleurs, elle a le même caractère design que Belle dans La Belle et la Bête, à la différence de la coupe de cheveux courte et blonde. Mais en tout cas, le point commun serait que toutes deux, Belle et Madeleine, ont comme intérêt amoureux une créature aux frontières de l'humain, toujours selon Disney. Donc on a ce personnage qui est un peu une copie illettrée, parce que Belle se caractérise aussi par son amour de la littérature, mais donc là, Madeleine se présente comme une fille un peu niaise et complètement malléable par Sarouche, qui lui dit dès le début où étais-tu, mon petit bijou. Donc là, on file aussi la métaphore joaillière avec les pierres précieuses, tout ça, la beauté. Il faut qu'elle soit qu'une carapace vide, qu'un bijou de toc qu'il puisse utiliser à ses desseins. Donc Sarouche profite de cette innocence un peu bébête pour la manipuler et l'envoyer en espion auprès de Quasimodo pour aller dénicher la fameuse cloche la fidèle. Il s'exclame d'ailleurs après « Tiens, tu penses, toi ?» Donc il la rabaisse en permanence, se fait passer pour indispensable à sa sécurité, à sa survie. Donc il l'aurait tirée de la rue et dit un peu plus loin la rue est peu accueillante pour une fille comme toi, ce qui est, on le souligne, un move bien rodé de pervers narcissique. Donc là, Sarouche, il est clairement red flagué de partout. Et on vous l'a un peu spoilé, mais on l'apprendra plus tard qu'il prévoit de voler la fidèle, ce qui représente un premier non-sens dans cette suite. Dans le premier opus, on s'était justement efforcé de montrer à quel point les membres des communautés itinérantes comme les tziganes n'étaient pas tous des voleurs, et que les violences de Frollo envers eux étaient totalement injustifiées, puisque découlant d'un obscurantisme religieux et d'une sorte de folie meurtrière. Mais voilà, Frollo est mort. Et d'ailleurs, Sarouche a la même coupe de cheveux que Frollo, non ? Il y a un truc... Est-ce que c'est une trend médiévale maléfique Mais c'est aussi un peu la coupe du méchant dans Shrek, je trouve, non ? Lord Farquaad. Ouais, il y a un peu un truc comme ça, pour ceux qui n'ont pas l'image. Oui, une caractérisation carrée, ondulée. Oui. Donc le message ici ressemble un peu, puisque Frollo est mort, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. D'ailleurs, plus tard, Phébus avouera à Esmeralda qu'il ne fait pas confiance à la troupe de cirque parce qu'ils voyagent de ville en ville comme des bohémiens. Alors c'est Esmeralda qui le dit, mais on comprend très bien que Phébus le pense. Dispute de couple, elle fait la moue, tout ça. Donc ils ont tous retourné leur veste apparemment, quoi. Oui, et... Mais l'entrée de Madeleine dans le 2 l'entrée de Madeleine dans la cathédrale fait écho presque exactement à celle d'Esmeralda quand elle venait demander asile dans le 1. On a les mêmes tons froids, violacés qui précédaient sa rencontre avec Quasimodo quand elle vient chercher... quand elle essaye de se soustraire des menaces de l'extérieur. Et on voit donc là un schéma qui semble se répéter. Est-ce que Quasimodo ne tomberait-il pas amoureux de toutes les jeunes femmes qui passent le seuil de la porte de la cathédrale ? Et là, on voit que Madeleine, dans un premier temps, joue son rôle, mais se laisse finalement... donc elle semble se réchauffer auprès de Quasimodo, jouer le jeu de la séduction, tant qu'il est caché. Mais là, elle se laisse surprendre par l'apparence physique alors qu'il cherchait à l'en préserver en se cachant derrière une énorme statue de visage en premier plan, et on fait un gros bisou au monteur qui n'aime pas du tout les statues. Dans cette séquence, la gargouille du doux nom de Lavolière agit comme une figure maternelle inquiète pour son rejeton bientôt rejeté, en disant « Oh, pauvre petit, est-ce que ça va ?»
Donc là, on le rappelle, Quasimodo est quand même tombé amoureux de Madeleine en moins de 3 minutes en sa présence et parvient par la suite à la reproduire en une petite figurine illico presto, genre ni vu ni connu, hop hop hop, petite figurine en bois, beau gosse. Il demande ensuite à Madeleine « Est-ce que tu crois au miracle ?» Et elle répond « Oh, juste un miracle ordinaire. » Donc là, lexicalement, sémantiquement, ça ne veut rien dire. On passe sur le fait que le champ sémantique du religieux est complètement vidé de son sens, hein, parce que le miracle est quand même l'événement le plus marquant, le plus incroyable, extraordinaire justement, qu'il puisse arriver dans un contexte de religion chrétienne. Là, on est dans une cathédrale, mais c'est pas grave, allons-y pour les profanations. Et d'ailleurs, soit dit en passant, les miracles sont un genre religieux, un genre théâtral populaire qui vise à vulgariser des scènes bibliques auprès de la foule illettrée. Donc il y a énormément de représentations. Donc il y a aussi tout cet aspect performance qu'on retrouve et qui est normalement infusé dans cette mise en scène spectaculaire, puisqu'on a le cirque, on a la fête des fous, il y a les musiciens, etc., de clopins. Mais là, non, on oublie complètement qu'il y a ce genre théâtral qui existe. On bafoue complètement le sens du mot miracle pour s'en tenir à un truc un peu niais, gnangnan, et le ramener encore une fois à cette intrigue sentimentale qui n'a ni queue ni tête. Donc, pour justement appuyer l'importance de premier plan, n'est-ce pas, de cette intrigue sentimentale, on a également un outil qui est le bourgeon de la rose que Quasimodo a gardé pour lui et qui, entre-temps, a éclos et s'est ensuite orné de perles de rosée scintillantes en mode rose de La Belle et la Bête, mais version jaune, donc un peu moins bien. Et ce bouton de rose est la représentation à la fois visuelle et métaphorique de l'évolution des sentiments de Quasimodo. Et vous le voyez, cette évolution et cette représentation, elle est encore une fois tout en subtilité, tout en légèreté. On n'y va pas du tout avec des gros sabots. On retrouve donc, comme l'a dit Fanny, dans cette suite tout un univers du cirque, comme dans Pocahontas 2, comme si toutes les villes d'Europe n'avaient qu'une seule idée en tête entre le 15e et le 17e siècle. Festa loca! Oh, oh, oh. On retrouve donc des clowns pas drôles, des éléphants, des jongleurs, des ours qui jonglent avec des torches debout sur des ballons. Mais oui, bien sûr, pourquoi pas. Les ours avaient l'air plus doués que les véritables jongleurs. Oui. C'est-à-dire que les entraîneurs d'animaux sont plus balèzes pour entraîner les animaux qu'apprendre eux-mêmes la chorégraphie de jongle. Mais comme ils sont malins chez Disney, et comme on l'a déjà un peu évoqué, ils nous ont fait découvrir cette scène, toute cette arrivée dans l'univers de la performance et du cirque, par le truchement de l'enfant Zéphyr et de la chèvre Djali. Donc on est obligé, en tant que spectateur ou spectatrice, de s'émerveiller avec eux de cette découverte du spectacle, de cet univers des illusions. Et avant de sortir de sa roulotte et d'entrer en scène, Sarouche enfile une gaine, un postiche et met du maquillage, puis s'admire devant 8 miroirs, scène qui rappelle bien évidemment Ursula qui se maquille dans sa grotte. Il s'exclame d'ailleurs « Miroir, si j'osais, je m'embrasserais, mais je pourrais tomber amoureux. » Et là, c'est vraiment un signe... vraiment qui doit faire ding ding ding, c'est le grand vilain. C'est un écho évident, une référence à Narcisse dans la mythologie grecque, et l'amour de soi serait fondamentalement forcément mauvais chez Disney, puisque la vraie qualité serait son pendant, l'altruisme, la générosité, le désintéressement, et c'est vrai pour l'ensemble des histoires tirées des contes. Là, moi je les vois bleus, mais les yeux bleus fluo de Sarouche transpercent l'écran, alors que les séquences sont vraiment très très sombres, très très lugubres, mais voilà, ses yeux se démultiplient sur ces nombreux miroirs dans lesquels il se mire, et dupliquent à l'envi son image qui s'aime.
Et on assiste dans cette scène à une inversion genrée, puisque là, c'est Madeleine qui se sent redevable d'avoir été recueillie enfant par Sarouche. Dans le premier, c'était Quasimodo qui se sentait redevable par rapport à Frollo. Et on sent bien, évidemment, venir l'arnaque. Oh non, trop mimes. Elle partage les mêmes traumas que Quasimodo et les mêmes premières expériences de vie en mode parents absents, abandon, etc. Parents de substitution complètement maltraitants. Oui. Point ours. Parce qu'il y a les ours qui jonglent et moi, ça, du coup, on peut tirer un peu une continuité logique de la maltraitance et du dressage des animaux. Oui. Comme on l'a vu déjà dans Pocahontas où l'ours était bien malmené. Voilà, mais ça participe en tout cas à toute une construction de la domestication possible par une société évidemment évangélisante et savante. Le moment magie en tant que tel du spectacle de cirque est annoncé par des volutes de fumée verte. On a l'apparition de l'homme en violet avec sa longue cape inspiration Beetlejuice qui se met à taper des poses style voguing avec les mains. De nouveau des gestes de Fanny que vous ne verrez pas. C'est que pour moi. C'est pour toi. Et il fait apparaître Madeleine dans un nuage de fumée orange cette fois-ci. Le spectacle de Sarouche est particulièrement bien rodé puisque 3 malandrins travaillant pour lui profitent de l'émerveillement du public à l'arrivée d'un éléphant de cirque pour voler des bijoux et autres richesses des spectateurs et spectatrices présents. Il récoltera plus tard les fruits de cette technique diabolique en s'exclamant « Ah, splendide !» tel le personnage de Jim Carrey dans The Mask. Il y avait déjà un splendide dans la première séquence où on le voit avec Madeleine. Bon, je tiens à dire que notre génie de la technique et monteur n'est pas du tout d'accord avec nous sur cette hypothèse d'un rapprochement avec Jim Carrey dans The Mask. Ah. C'est tout, c'est pas lui qui est là au micro pour en débattre, tant pis. Donc là, oui, il y a un moment debunk. Oui, Fanny debunk. Tu supposais que j'allais m'interroger sur la présence d'un éléphant. Mais tu présupposes mal. Oui, c'est vrai. Tu présupposes mal parce que cet éléphant qui semble quand même venir du même cirque que Dumbo, oui, avec la même collerette, ne m'étonne pas tant que ça puisque, souvenons-nous qu'un peu plus tôt, dans l'Antiquité, Hannibal avait déjà utilisé des éléphants, donc ça arrive, il y a des éléphants au Moyen-Âge. Ah mince, je voulais que tu t'énerves sur l'éléphant au XVe siècle. Mince. Mais, par contre, je m'énerve sur le faux latin. Ah. Il y a toutes les formules magiques de Sarouche. En faux latin, là, non. Donc, après le pestacle, Madeleine suit de loin Quasimodo et son meilleur pote Zéphyr. On comprend qu'elle tombe amoureuse de Quasimodo parce qu'elle se met la main sur le cœur et se pince les lèvres, comme on le fait toutes et tous quand on a des sentiments pour quelqu'un. Évidemment. Évidemment. Et donc, au moment où elle tombe amoureuse au moment même où elle se rend compte qu'il sait s'y prendre avec les enfants. Et qu'il est extrêmement protecteur envers l'enfant, pourtant particulièrement bavard et saoulant d'Esmeralda et Phébus. C'est encore un coup de son horloge biologique, non ? Ouais, je pense. La fameuse, la légendaire horloge. Là, elle approche dès la trentaine. Je sais pas pourquoi ils se sont intéressés aux cloches alors qu'ils auraient pu faire des trucs sur les horloges astronomiques et les horloges biologiques. Vraiment, il y avait une métaphore filée à faire formidable et ils ont raté ce coup. Et le tout, donc, cette première scène où on voit qu'elle tombe peu à peu amoureuse de Quasimodo se passe sur l'une des chansons la plus claquée au sol des 2 films réunis, qui s'appelle « Toi et moi ». Et là, je vous ai pris un petit florilège des meilleures strophes pour votre bon plaisir, auditrices et auditeurs. « Tu me dis que si je me colle jusqu'au ras du col dans une galère, je serai là, je me colle à toi. » Tu veux dire... Donc je comprends pas pourquoi il commence par... Tu veux dire, mais bon. Il y a un effet anaphorique. Genre, c'est une chanson. Ah ouais, trop bien. Mais c'est nul. C'est génial. Tu veux dire que nous serons comme 2 amis qui font la paire, 2 compères en paire, ça colle et c'est magique. Donc là, je suis désolée, mais j'ai très certainement un esprit mal placé, mais on dirait vraiment qu'ils parlent de leurs couilles. Je suis désolée. Et en même temps, ils traînent entre couilles. Ouais, c'est vrai. Entre couilles. Entre couilles. Et attention, ma préférée. Alors là, il faut que je prenne mon souffle.
Imagine que nous sommes pendus au-dessus d'une soupière de sorcière pleine de limaces gluantes et grasses, la corde se casse et on se crache dans la mélasse collée dans la ragougnasse. Que des rimes riches sur rimes riches, c'est beau, on dirait du Grand Corps Malade. Non mais... Et en fait, on dirait un extrait de La sorcière Cornebidouille. Et puis... Alors, elle est nulle cette chanson, mais il y a quelque chose de l'ordre du lien spécial qu'ils ont cultivé ensemble, une amitié qui dépasse les âges, mais en même temps, sur fond de sorcellerie, parce que la menace de la sorcellerie n'est jamais loin. Oui. Et pendant ce temps-là, Madeleine les suit en se cachant au fur et à mesure. Alors, elle est tout à fait visible, elle est jamais vraiment cachée, donc ses skills de cache-cache ferait pâlir d'envie un enfant de 3 ans. En mode je me cache les yeux et tu n'es plus là. Donc Quasimodo et Madeleine se séduisent au clair de lune. Donc on retrouve le même topos que dans la séquence « Et ils tombèrent amoureux » entre les 3 princesses et les 3 soldats dans Mulan 2. Et ils enchaînent, là encore, rimes riches et calembours. On comprend qu'ils ont une affinité presque naturelle, comme Quasimodo et Zéphyr. Et Disney s'autorise là à montrer un personnage masculin emprunté par ses émotions, qui n'est pas dans une maîtrise, voire un refoulement total de ce qu'il ressent. Il bégaye, il perd ses moyens, il n'ose pas embrasser la main de Madeleine, par exemple. Mais on peut se demander si cette perte de moyens, s'il n'est pas autant doué pour les jeux de l'amour et s'il ne maîtrise pas avec aisance l'art de la séduction comme un vrai homme, serait parce qu'il n'est finalement qu'un quasi-homme, à moitié formé, comme nous le dit si bien son nom. C'est une hypothèse que nous permet de faire la lourdeur de la réalisation. C'est comme si, en fait, la faiblesse, de nouveau à prendre avec des énormes guillemets, des R guillemets, cette faiblesse de Quasimodo autorisait des comportements traditionnellement associés au féminin, donc une position plus passive dans la relation amoureuse, une timidité, une sensibilité à fleur de peau qui l'empêche de prendre les devants et de faire le premier pas. C'est d'ailleurs Madeleine qui donc le suit, comme l'a expliqué Fanny, et qui force un peu le destin pour suivre à la lettre le plan et les ordres de Sarouche. Disons que si Quasimodo se mettait d'un coup à rougir et à se dandiner sur place, ça trahirait pas du tout la caractérisation de son personnage. Et à faire des petits comme ça. Et en même temps, ils seraient un peu en effet miroir l'un et l'autre, donc ça matcherait. Ouais, oui, c'est vrai. Ils se swipent. Ils ont tout loupé sur ce coup-là. Ils se swipent. On retrouve ensuite le vaillant Phébus et son bro, Achille. Achille le cheval, encore une belle assonance façon calembour. Vraiment, il donne tout là sur les effets de rime. Et cette bromance entre donc le beau gosse de service et son fidèle destrier rappelle bien évidemment celle entre Shang et son bel étalon dans Mulan. À croire que les beaux militaires qu'ils sont ne peuvent que compter sur ces bêtes-là pour les seconder et les sauver de toutes les situations périlleuses. On le rappelle, Shang est sauvé de la noyade, rien que ça, par son cheval, alors que Phébus se sert de sa complicité avec le sien pour stopper les ennemis. Comme un bon chien-chien à son maître, Achille est capable de s'asseoir à distance sur la tête des méchants vilains de la garde. C'est en fait un des principaux running gags du premier opus qui vient un peu à manquer dans ce second volet, tant l'intrigue est molle et les bons effets comiques se font rares. Ouais, clairement. Et Phébus est responsable donc d'enquêter sur les vols qui se sont produits pendant les festivités du jour auxquels on a été témoin en tant que spectateur. Et en véritable Sherlock Holmes du Moyen-Âge, il trouve tout seul, comme un grand garçon, Bravo. Que les larcins ont peut-être un lien direct avec l'arrivée en ville du cirque de Sarouche. Et seulement en quelques secondes, hein, une vraie performance d'analyse criminelle, des secondes qui, à nous, spectatrices et spectateurs, semblent une éternité tant l'intrigue, certes en focalisation spectatorielle, ce qui nous aide à avoir une certaine longueur d'avance sur lui, mais quand même, disons-le, une intrigue cousue de fil blanc. Mais à ce stade, moi je dirais que c'est même plus des fils, quoi, c'est des poutres
des belles poutrelles. Voilà, je voulais le dire parce que je voulais en parler des poutres pour faire un clin d'œil au premier épisode parce qu'on en a beaucoup reparlé. Apparemment, on était obsessionnels sur les poutres dans le premier épisode. Mais en même temps, que vaut une bonne charpenterie? Oui. On assume nos obsessions, nous. Phébus donc s'exclame dans cette séquence « Coïncidence? Non, je ne le crois pas », tel l'enquêteur hors pair qu'il est, et se fait très rapidement shamer par son propre canasson, qui se met à compter en tapant du sabot au sol combien de fois il a pu se tromper par le passé. Ha ha ha, c'est hilarant. On nous remet ensuite une petite couche de Quasimodo et Madeleine en date, parce qu'on n'en avait clairement pas assez. Donc Quasimodo, c'était vraiment subtil jusque-là. Quasimodo gêné devant des marionnettes qui s'embrassent, promenade main dans la main avec Madeleine. Et on a ensuite une très belle transition soufflée au fromage. On devrait créer un prix spécial pour toutes les transitions cheloues qu'on nous fait dans ces suites. Ouais, une médaille même. Une médaille, un prix création. Donc devant l'échoppe d'un cuisinier à moustache et accent italien, of course, hein, Mamma Mia, c'est magnifico, le racisme ordinaire. De nouveau des gestes que vous ne verrez pas. Et mec, si, il suffit de regarder la suite. Oui, c'est vrai. Pour voir, parce que le personnage de cuisinier fait ces gestes-là. Ouais. Donc Madeleine constate avec effroi que le soufflet que le cuisinier a placé devant elle est raté, puisqu'il se dégonfle et se décompose sous ses yeux. Et là, belle leçon d'inclusivité tout en métaphore culinaire par Quasimodo. Mais non, goûte le soufflet, hein, on vous rassure. Il n'est pas raté puisqu'il est bon à l'intérieur. Philosophe éclairé, le mec. Et on comprend tout de suite, à ce moment précis, pourquoi ils ont pris Francis Lalanne pour la voix française de Quasimodo. Et d'ailleurs, ça choque personne qu'ils se servent Quasimodo et Madeleine sur le rebord de l'échoppe du cuisinier, avec un plat qui ne leur appartient pas, qu'ils ne payent pas, avec leur propre fourchette. Mais d'où sortent ces fourchettes? Tu sais que j'avais même pas remarqué. Mais les types se promènent toute la journée avec des fourchettes dans leur poche, quoi. Ils sont dingues. Bah c'est Joey dans Friends qui sort la cuillère de sa poche à tout moment. C'est ça la ref. Mais là, une fourchette, tu risques de te piquer. Ouais, c'est vrai. Mais je comprends, hein, c'est la tentation du soufflet. Donc Quasimodo ne s'arrête pas en si bon chemin et réitère ses leçons de vie très très infantilisantes à l'égard de Madeleine. Cette fois sur les quais de la Seine, il lui fait sentir de l'herbe. Et là, le film dérape. Éléphant rose, la chanson White Rabbit des Jefferson Airplane. Non, je déconne. Donc là, je vous lis un peu littéralement ce que j'ai marqué, mais j'assume plus trop en le lisant. En même temps, rien ne nous étonnerait. Il y a quand même eu Alice au Pays des Merveilles qui a été sortie. Ouais, c'est vrai. Mais là, ça aurait donné un peu du punch au film, quoi. Oui, mais non. Et non, il lui tend juste 2 pauvres branches de romarin qu'elle prend pour de la mauvaise herbe. Et c'est reparti. Oh non, sans... Donc l'herbe, hein, toujours, on vous rassure. Et une réponse très à propos pour le personnage de Madeleine. Oh, on dirait le parfum d'une fleur. C'est merveilleux. Ouais, et Quasimodo répond, c'est du romarin. Comme s'il s'adressait à une enfant. Et là, c'est un peu effrayant parce qu'on rappelle que son meilleur pote, c'est un enfant de 7 ans. Oui. et des statues en pierre. Quasimodo l'emmène ensuite frénétiquement, donc ça c'est de la faute à l'herbe, au sommet de la tour d'un château. C'était l'époque où le prix du mètre carré parisien n'avait pas encore flambé. Et arrivé dans le château, il chuchote à son oreille, ferme les yeux et écoute. Creepy le mec, quoi. Et là, petit moment ASMR du film, Paris tout en écho sonore, des cloches, des gosses qui crient, des chiens qui aboient, des carrosses qui passent sur le pavé. Puis Quasimodo ouvre enfin la porte du dernier étage et là, vue imprenable sur toute la ville de Paris. Mais elle n'en a pas assez vu, la coquine, elle veut en voir plus, dit-elle. Donc il la porte sur ses épaules en style Edward dans Twilight et il se lance dans une visite des toits de Paris sous le regard triste des 3 gargouilles. Un regard triste parce que là on est en plein syndrome de la mère poule du côté des gargouilles, c'est-à-dire que
C'est des personnages qui harcèlent Quasimodo depuis le début du premier film pour le caser avec la première femme qui passe, quitte à prendre des risques incommensurables pour sa sécurité et sa vie. Et là, il chouine parce qu'il s'amuse enfin avec sa petite copine et qu'il le voit progressivement s'envoler hors du nid. Mais non, on nous a bien eu, tout ça n'est qu'une bonne blague, ha ha ha. Non mais le niveau de l'humour dans cette suite, c'est horrible quoi. On enchaîne donc sur la musique la plus dégueulasse du film. Il a la folie d'amour. Folie qui, apparemment, te fait danser sous la pluie et risquer de te faire foudroyer la gueule par un éclair. Juste ça. Par plein d'éclairs. Plein d'éclairs. Il y a plein d'éclairs. D'un coup. Et maladie qui contamine d'ailleurs tous les autres couples, puisque Madeleine et Quasimodo qui dansent sous la pluie sont rejoints par plein d'autres couples qui eux aussi se promenaient en pleine nuit dans les rues, sans doute... On rappelle au Moyen-Âge, les rues servent d'égout. Oui. On danse dans la fange, tout va bien. Et donc la pluie, rappelons que la pluie au moment de la prise de conscience des sentiments mutuels des deux personnages héros, c'est vraiment le topos le plus cliché, le plus éculé des rom-coms. Et là, je m'interroge. Est-ce que Quasimodo 2, en particulier, et peut-être les films de princesse, fonctionneraient alors comme un engrenage, un apprentissage involontaire au rom-com, à l'amour des rom-coms, dès le plus jeune âge? Donc là, il y a vraiment un truc peut-être à creuser de à quel point on nous rend complètement acceptable ce genre de situation complètement improbable qui, de surcroît, crée des effets d'attente complètement ridicules en matière de relations amoureuses. Ouais. Et pas forcément souhaitable, hein, parce que moi, j'ai pas envie d'aller danser dans la pluie dans les caniveaux, pendant l'orage. Non. Ni de voler sur les toits de Paris et de risquer de mourir, non merci. Ils se réfugient ensuite, donc Quasimodo et Madeleine, dans la cathédrale pour se réchauffer et changer leurs habits qui ont été mouillés par la pluie. Oui, parce que bon, ils veulent bien danser sur la pluie, mais ils sont pas tout à fait inconscients, il faut aller se changer après. Et puis il y a ce petit moment un peu sexy, façon théâtre d'ombre, quand Madeleine se change derrière la tenture en haut de la cathédrale. Et les gargouilles, à ce moment-là précis, se transforment tour à tour en tonton beauf qui mettent tout en place pour que Quasimodo conclue. Donc tête à tête au coin du feu, air romantique au violon, coussin moelleux, chandelier. Et moi, tous ces chandeliers et ces bougies dans Notre-Dame, ça m'a tendu quoi. Aïe aïe aïe. C'était déjà le cas dans le 1. Normal pour l'époque de s'éclairer comme ça, d'accord. Mais bon, petit trauma, je pense, pour les Françaises et les Français qui nous écoutent et qui auront peut-être le plaisir de revoir cette suite en 2025. Le plaisir. Et on rappelle quand même que dans le bossu de Notre-Dame 1, Notre-Dame crache littéralement du feu, voire de la lave à la fin du film quand Quasimodo fait couler soit de la lave, soit de l'or fondu, on ne sait pas trop, sur la garde et sur Frollo pour anéantir ses ennemis. Donc pauvre Quasimodo dans cette séquence, Madeleine, on le sent, elle est pas trop dans le mood romantique et préfère contempler la grosse cloche en or. Comme Quasimodo, elle est encore plus belle à l'intérieur, nous dit-on, la cloche. Décidément, on nous l'a fait à toutes les sauces. Là. Ouais, les suites Disney, il faut toujours y aller avec ces très gros, très énormes, très imposants sabots. Et donc, à l'intérieur de la cloche, Madeleine se voit d'abord dans les joyaux, on le rappelle, étonnamment sans relief. Elle voit son propre reflet qui est déformé façon filtre Snapchat du Moyen-Âge. Et puis, elle voit ensuite le reflet de sa rouche qui vient se surimprimer dans son propre reflet. Comme un rappel, toujours pas si subtil que ça, de sa mission auprès de Quasimodo, donc lui soutirer des informations pour voler la fidèle. Mais la séquence émotion du film arrive toujours plus vite qu'on pourrait le croire dans un Disney. Oui, parce que Quasimodo lui dit à ce moment-là « Viens te réchauffer ». donc toujours creepy, hein, elle n'a pas changé. Et au coin du feu, ils s'avouent mutuellement leurs sentiments. Quasimodo voit en Madeleine de belles choses au-delà du physique avantageux auquel on l'a toujours réduite. Et elle voit en lui, et au-delà de son apparence, donc monstrueuse, guillemets, la beauté de son âme et sa singularité. Il comprend les choses mieux que n'importe qui sur cette terre, dit-elle. Une journée, hein. Ça fait littéralement depuis une journée qu'ils se connaissent, mais soit, c'est le fameux Love at First Sight de Disney, on commence à connaître.
T'exagères, pour une journée entière, c'est long. Ouais. Bah, c'est même pas 24 heures, c'est genre 18 heures, quoi. C'est une journée, et c'est une sieste de chat. Une sieste de chat pour tomber amoureux, ça va. Ça va. Large. C'est à ce moment que Quasimodo lui offre la petite statuette en bois qu'il a réalisée d'elle, et il lui sort une phrase toujours inconcevable pour moi, même après avoir repassé l'extrait 20 fois. « Maintenant, tu pourras toujours te voir avec mes yeux. » Et elle se met à pleurer. T'as vu la gueule de la statuette ? Mais oui, elle pleurait de chagrin, là, c'est sûr. Bah, je pense, hein, parce que c'est pire que les caricatures que tu payes la peau du cul dans les marchés, les brocantes du dimanche, quoi. Alors, pour ceux qui n'ont pas ou plus l'image en tête, c'est 2 traits noirs pour les sourcils, 2 ronds noirs pour les yeux, une espèce de limace rouge pour la bouche, et c'est tout. Mais non, il y a aussi une robe de fée Clochette. Ah oui, c'est vrai. Mais tu sais, la limace, c'est la ragouignasse. Ah bah oui, on la retrouve, la ragouignasse. Bon, disons qu'on n'est pas sur un Michel-Ange de la statuette en bois, quoi. Mais par contre, c'est une statuette magique, parce qu'elle permet à Madeleine de reprendre confiance en ses capacités intellectuelles. Oui, c'est vrai, elle se permet plus de dire d'elle-même qu'elle est bête, comme elle le faisait souvent auparavant. En même temps, elle a été élevée par Sarouche qui la méprise et la traite constamment avec condescendance. Tu m'étonnes qu'elle pense que tout ce qui sort de sa bouche est bête et que ne vaut pas la peine d'être entendu. La misogynie, je crois que ça s'appelle. Et c'est sans doute aussi pour ça que le premier type qui arrive et qui ne l'humilie pas, elle pense que c'est le prince charmant, le grand amour, quoi. Ouais. Et elle lui fait à ce moment-là un bisou sur le sourcil. Et avec la marque du rouge à lèvres, alors qu'elle en porte pas, donc ça c'est la magie des contes de fées, n'est-ce pas ? Sur l'arcade sourcilière, du jamais vu. La ragougnasse, hop, sur le sourcil. En plein milieu du front. Un bon gros suçon. Ensuite, on a... Changement de décor. Changement de décor total. On a une danse de l'amour édulcorée réalisée par Esmeralda, puisque maintenant elle est mère de famille et mariée à Phébus. Mais c'est un lap dance en fait qu'elle fait. Oui, c'est un lap dance. Mais à quelle occasion, quoi ? Un lap dance, mais à quelle occasion ? Je sais pas. Elle partage la scène avec son rejeton qui jongle, parce que maintenant il est fan de cirque, il a vu un spectacle de cirque et il veut travailler dans un cirque. Ça, c'est cohérent. Bon, après, il a une maman qui était dans les arts du cirque et du spectacle, donc c'est un peu... Il y a un truc de la transmission qui se passe, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. J'ai jugé un peu trop vite. Tu juges Zéphyr un peu trop. Donc, Esmeralda a toujours un peu les épaules dénudées, mais sa jupe est significativement moins échancrée et moulante que la robe rouge qu'elle portait lors de sa danse lascive dans le 1. Elle a également troqué son anneau de cheville en or pour une paire de ballerines noires. Et on sait toutes et tous pertinemment que les ballerines, non seulement ça pue la mort, mais en plus c'est pas du tout sexy, quoi. Et ensuite, elle invite des enfants sur la scène. C'est tous les jours la kermesse avec Esmé Maman, hashtag danse avec moi, hashtag activité pour les kids, hashtag motricité. Donc tout ce beau petit monde et tous ces enfants, ils dansent avec elle au rythme de son tambourin avant qu'elle quitte définitivement la scène pour partir aider Quasimodo. Donc elle se fait littéralement voler les feux des projecteurs par des enfants. Mais en même temps, les enfants restent là sans surveillance parce que c'est pas grave. Bon, c'est le Moyen-Âge, c'est sûr. Bon, là, on peut sauter un peu toute la scène inutile dans l'attente de divination d'Esmeralda, qui avoue ne rien pouvoir faire pour aider Quasimodo à avouer ses sentiments à Madeleine. Et tout ça est extrêmement long. On dirait que le récit ne progresse pas et la romance de Quasimodo, pour lequel on devrait pourtant réussir à se réjouir d'avoir enfin trouvé une femme qu'il aime et qu'il aime en retour, s'embourbe. C'est la fange des caniveaux médiévaux. Ouais, littéralement, ça ne prend pas, c'est noyé dans des citations toutes faites et bateaux sur le grand amour. Ah oui, c'est en mode c'est horrible, c'est merveilleux, c'est merveilleusement horrible et horriblement merveilleux. On a compris, quasi, on a compris. Donc là, on a encore cette contamination, pun, du lexique de la maladie d'amour qui se répand à toutes les sauces. Dans toutes les 5 minutes du film, on a cette idée de contamination virale par l'amour. Ça s'appelle les IST, Coco. Et j'avoue que à partir de ce moment-là, j'ai eu extrêmement beaucoup de peine à finir le film.
surtout qu'on assiste à une énième dispute de couple entre Esmeralda et Phébus, parce que ce dernier accuse à raison les gens du cirque de commettre des larcins. Apparemment, il adore ce mot, larcin, il le dit au moins 20 fois. Mais ça détonne un peu pour lui, je trouve, cet arc de héros incompris que personne ne croit et qui se met à dos toute sa famille au cours de son enquête. Parce que même Zéphyr claque la porte en tournant les talons et Djali le suit aussi, Oui. En lui tirant la langue. Zéro respect pour le type. On n'est pas dans un épisode de Cordier jugé flic, quoi, faut se calmer. Et même Esmeralda l'accuse d'être raciste, alors que si on a vu le 1, c'est une énorme blague quand on sait qu'il a risqué sa vie pour la sauver, elle, et toute sa communauté contre le despotisme de Frollo. Et puis ensuite, c'est Quasimodo qui tombe dans un auto-Jean du cirque, puisque il dirait que Madeleine est différente, qu'elle n'est pas là pour se servir de lui. Alors certes, mais là, en ce cas précis, Phébus voit juste, parce que en fait, elle se sert de lui, et elle cherche à trouver le trésor qui est la grosse cloche. La belle grosse cloche. Mais en l'occurrence, c'est Quasimodo, la grosse cloche. Oui. C'est vraiment, il voit pas. C'est ça le secret de Quasimodo, en fait, c'est que c'est une grosse cloche. Oui. Mais il sait pas. En fait, c'est lui. Alors on retrouve le bon Sarouche qui, face au sentiment naissant de Madeleine pour Quasimodo, doit se résoudre aux menaces et à l'exercice de sa virilité, aidé quand même par 2 gardes énormes et secs en combinaison moulante rouge et en masque vénitien. C'est presque des danseurs de Oops, I Did It Again. Oui, c'est vrai. Il y a un petit côté comme ça, ouais. Un petit côté latex. Ouais, on retrouve Britney, quoi. On retrouve Britney. Madeleine doit donc éloigner, selon le plan de Sarouche, elle devrait éloigner Quasimodo de Notre-Dame le temps que lui puisse voler la fidèle. On l'avait déjà dit, hein, mais... Et si elle désobéit aux ordres de Sarouche, il la prévient qu'il utilisera la manière forte. Ouhou. Et là, moment ultime de badasserie du vilain, un tout petit haussement de sourcil. Ouh là là, on a peur. Ensuite, il y a ce plan un peu presque beau mais étrange, où Quasimodo et Madeleine sont surimprimés en fondu l'un sur l'autre dans une posture peu banale, indiquons-le, puisqu'ils sont allongés de désespoir, chacun de son côté, tenant chacun sa petite figurine le représentant. Et le raccord se fait aussi par la couleur verte de leur tunique, donc comme s'ils étaient 2 petits pois d'une même cosse finalement, malgré les apparences, puisque lui serait pas beau à l'extérieur mais à l'intérieur, et Madeleine inversement. Et Quasimodo finit cette séquence, donc la séquence de fondu surimprimé s'ouvre sur Madeleine et finit par Quasimodo qui finit par sourire à la figurine, comme un signe de l'acceptation de soi-même. Et puis, il se relève, il saisit la rose jaune. Vous vous souvenez, la rose est un témoin visuel et métaphorique de l'évolution de ses sentiments. Et là, on comprend qu'il est bien décidé à agir, c'est-à-dire à déclarer ses sentiments. On enchaîne sur encore un splendide de la part de Sarouche, qui décidément devrait devenir un jeu à boire. Tandis que Sarouche se mire lui-même dans un médaillon en rubis. Donc là, on a encore toute cette constellation métaphorique du bijou, du joyau, du trésor, versus l'amour de soi, le narcissisme. Et là, c'est le moment que l'on attendait tous qui arrive, la confrontation entre le beau gosse et le grand méchant du film. À ce moment-là, on peut vous garantir qu'on attend que ça, de l'action, qu'on attend qu'il se passe au moins quelque chose, un petit truc, rien, un micro... Qu'ils arrêtent de parler. Au moins qu'ils arrêtent de parler. Mais non, Phébus se fait ridiculiser par Sarouche en 2 secondes, parce qu'il dit « j'enquête sur une éruption de vol » au lieu de dire « irruption ». On voit bien avec cette faute de français que ce costume de fin détective n'est pas taillé pour lui, qui est un homme d'armée et de poigne essentiellement. Sarouche lui conseille alors une petite lotion apaisante, en bon allié qui prend soin de sa peau. C'est la Sarouche skincare en quelque sorte, mais il y a aussi... c'est une boutade de sa part, mais ça ramène encore au domaine du soin et du soin de soi. Oui, du narcissisme, ouais. D'un seul mot, portrait,
prononcée par Sarouche à son serviteur déguisé en bouffon du roi, hein, littéralement. Un bouton rouge est pressé sur le sommet un bouton rouge est pressé sur le sommet du crâne d'un busque à son effigie, et la série de miroirs de sa coiffeuse, devant lesquels il se plaisait tant à se contempler, se retire au profit d'une série de portraits de lui, dans des poses de plus en plus extravagantes. Il s'aime. Il s'adore. Ce tour de magie permet ensuite à son serviteur de retirer soigneusement le postiche qui était sur la tête de Sarouche, et qui masquait une calvitie bien présente qui ne souhaitait pas voir dans le miroir. Mais la calvitie, c'est un vrai sujet en termes de construction de la masculinité. Donc il y a un truc, tu vois, remplacer les miroirs pour des portraits au moment où il s'apprête à se défaire de son accoutrement, c'est montrer qu'il n'est pas digne d'être un personnage masculin, donc il faut... mais que lui cherche à faire perdurer cette illusion. Oui, puis c'est tout de suite associé à un geste de shame, quoi, Ouais. D'avoir honte de soi. Et ça permet... Enfin, ça perpétue complètement... ça ancre en tout cas dans les mentalités masculines le fait que perdre ses cheveux c'est un truc dramatique et que surtout il faut pas... Honteux, ouais. Ensuite, on a des tours de magie qui s'enchaînent, puisque les bijoux que Sarouche avait soigneusement placés dans un coffre et sous un chapeau de magicien avant l'arrivée de Phébus ont maintenant disparu. Ce qu'un zoom avant nous confirme si on n'avait pas vu venir le truc et pas encore compris la subtilité de ce film. C'est le padam psh, toute la subtilité du deuxième opus. Sarouche se livre enfin à sa plus belle performance. Il se prend la tête dans les mains, pleurniche, s'accroche aux vêtements de Phébus et accuse finalement Madeleine, d'une voix tremblotante, d'être une voleuse depuis l'âge de 6 ans. C'est spécifique. C'est 6 ans. Ouais, faut pas des... Ouais. C'est pas 8, c'est pas 7, c'est 6. Et face à lui, on retrouve un Phébus toujours plus crédule, malgré un dernier plan sur Sarouche et ses mains qui se rejoignent dans un triangle formé par ses doigts. De nouveau un geste dont vous n'aurez pas la primeur. Un signe pourtant très clair de quelqu'un qui fait des petites manigances. Oh, le coquin. C'est le grand méchant dans Inspecteur Gadget. Ah, il fait ça aussi. C'est les Illuminati en fait, mais... Ouais. Mais non, rien n'y fait. Capitaine Concon a beau se gratter le menton et la superbe barbichette qui y trône, il croit tout ce qu'on lui dit. Gros biscotto, petit cerveau, bravo Disney pour les portes enfoncées. Et Phébus s'exclame alors en guise de conclusion « Je vous laisse en tête-à-tête avec vous-même ». Donc là, on voit que M, le musicien, a pompé intégralement sa chanson sur Phébus. Donc de la part du bellâtre Phébus, c'est aussi souligner peut-être l'ironie d'un narcissisme jugé grotesque vu le physique de Sarouche, parce que l'art de prendre soin de soi ferait partie alors des caractéristiques des vilains, puisque les bons héros et les belles héroïnes ont une beauté naturelle, innée, they woke up like this, et n'ont pas besoin de make-up et de soins. Donc là, il y a tout ce réseau du fait que prendre soin de soi et de son corps serait quelque chose de fondamentalement mauvais, démoniaque. CF, Radcliffe dont on a parlé, mais aussi Ursula, Capitaine Crochet, Médusa, Cruella, et tant d'autres en fait, qui sont tous un peu liés par... cette abondance de make-up et de soins outranciers, en tout cas présentés comme outranciers, ouais. Et qui en fait des personnages maléfiques, narcissiques, en fait à la racine de leur mal. Selon Disney, évidemment. Et on a après un plan assez marrant sur les silhouettes de Sarouche et de ses deux acolytes, qui sont vraiment des silhouettes étranges, très hourglass, comme on dit, avec une catégorie masque démoniaque et capuchon couture. Et à ce moment-là, Zéphyr le croise et lui demande de le prendre dans son cirque comme saltimbanque. Sarouche attrape alors sa balle de jongle et la lui dédicace façon balle de baseball dans un bon gros cliché ricain. Et là aussi, il y a une forme de satire, à mon sens, envers... un mec qui se pense absolument supérieur, célèbre, admiré de tous, et qui n'accorde à ses fans qu'une signature sans un regard. Que le mec ne remet même pas en cause
la raison de la venue de cet enfant à qui, en fait, il ne répond pas du tout, il ne répond pas aux attentes de Zéphyr. Et puis il se barre. Il se barre. Mais là aussi, on a un peu un effet d'antagonisme avec Quasimodo qui, lui, est très proche de Zéphyr et est très bienveillant avec les enfants, alors que Sarouche, il est trop occupé par sa propre personne pour être touché par les gestes de Zéphyr, quoi. Alors que le cirque prépare déjà son départ, Sarouche déploie enfin, là j'ai écrit en majuscule enfin, son plan. Il entre dans la cathédrale qu'il croit déserte, c'est sans compter sur les 3 gargouilles qui, dans le 1, on le rappelle, se sont montrées particulièrement efficaces pour bouter l'ennemi hors de France. On s'attend donc à de la castagne, enfin, un peu d'action et d'héroïsme, comme dans le 1. Eh ben non, toujours pas. Il se retrouve enfermé en 2-2 sous une énorme cloche, tels des camemberts bien puants. ça c'est totalement gratuit. Enfin. Mais je pense qu'à ce stade de ma prise de notes, j'en pouvais plus. Ensuite, Sarouche est au max de l'excitation quand il découvre l'intérieur de la cloche, ornée d'or et de diamants. Et sa première pensée à l'idée de devenir subitement très très riche. Avec un nouveau... Oh, splendide. Donc on boit tous un coup. Ouais. Alors il se dit, je me demande si on fait des sous-vêtements en diamant. Ok, gay. Non mais, s'il vous plaît, peut-être mettre un peu moins haut le curseur transcoding sur ce coup-là, les gars. Et en montage alterné, on a ensuite une séquence émotion de plus, si on n'avait pas eu assez, dans laquelle Quasimodo avoue à Madeleine qu'il aimerait aller avec elle à la fête des amoureux. Tout ça se passe au clair de lune et au bord de la Seine pour le petit côté carte postale de la ville de l'amour. C'est un peu l'invitation au bal de fin d'année, quoi. Oui. Et là, pam, on nous fout un suspense insoutenable. Alors que Quasimodo dit à Madeleine « Dis-moi la vérité », on a une coupe et on assiste au vol de la fidèle en utilisant... donc Sarouche utilise là un super tour de magie avec des mots en latin et tout. On se croirait dans Harry Potter pour le coup. D'ailleurs, sa formule magique est drôlement longue et tout le monde sait qu'il suffit pourtant de dire Evanesco cloche pour que la cloche disparaisse. Donc le vol a lieu sous les yeux impuissants, puisque coincés in the cloche des gargouilles, les camemberts puants, et sous les yeux de Zéphyr et de la chèvre qui les ont suivis. Et là, Zéphyr se dit « Papa avait raison », donc l'enfance... se trouve complètement piétiné, son innocence est bafouée, il exprime à ce moment-là, il ressent en tout cas une énorme déception envers son magicien préféré. Et on l'aura compris, les aveux de Madeleine sont ainsi interrompus par le montage alterné et par le son d'une cloche qui retentit au loin. Et c'est en effet Volière qui se cogne la tête volontairement, et littéralement ça sonne, elle se sonne pour alerter du vol. Oui. Et toute l'action du film repose donc désormais sur un enfant et une chèvre, puisque Zéphyr a suivi Sarouche dans le but de le convaincre de l'engager dans le cirque, comme on l'avait dit. Donc il a assisté au vol et il a eu l'excellente idée de continuer à le suivre. What could go wrong? Quasimodo comprend ensuite tout de go les manigances de Sarouche et en déduit l'implication de Madeleine. Une énième dispute de couple. J'en peux plus, aidez-moi, j'ai marqué ça. Mais il y a aussi un côté très bon détective, hein. Bravo Quasimodo. T'es vraiment le digne copain de Phébus. Ouais. Et Madeleine tente de se justifier en vain, car Quasimodo est déjà bougon fâché, et il part s'enfermer dans sa tour et pleure. Mais quand même, ces pleurs, c'est si rare qu'il faut au moins le mentionner. Quasimodo demeure un personnage masculin qui se laisse là aller à une forme de fragilité émotionnelle, et c'est dommage que ce soit le seul personnage masculin qui sorte justement du carcan non seulement esthétique et physique, donc de cet aspect de la masculinité hégémonique, en acceptant de pleurer et de reconnaître quand il a été blessé. Quasimodo retrouve ensuite ses gargouilles préférées enfermées dans une cloche. C'est donc eux qui avaient donné le signal. Et
elles le préviennent que Zéphyr est sûrement en danger puisqu'il a pris la sage décision, en digne descendant mâle du capitaine de la garde, de suivre les criminels et d'embarquer avec eux dans Frêle Esquif. Donc, un descendant mâle, à propos de Zéphyr, c'est quand même peut-être un peu y aller fort, parce que j'ai pas l'impression que ce personnage soit vraiment énormément codé comme un personnage masculin. Il y a cette petite coupe de cheveux carrés à la Johanne et Pierre-Louis, typique de la représentation d'une coupe de cheveux au Moyen-Âge, et je trouve que le doute est possible, même si d'entrée de jeu, Phébus y va en disant vas-y jeune homme, écoute ta mère, tout ça, il y a quand même... Il est encore dans cet âge où c'est un peu indistinct, ça reste un enfant et il se présente pas comme un bon gros macho man. Mm-hmm. Ouais, c'est vrai. Point positif. Petit point positif. On a ensuite une toute petite séquence d'action qui est réduite à en fait 2 gardes à cheval qui galopent pendant un plan de 3 secondes et découvrent la disparition du cirque. En tout cas des gens du cirque, puisque les tentes, les piliers, les panneaux sont encore là. Tout est en jachère comme si c'était l'après-festival, après un concert de tête d'affiche, avec tous les gobelets en plastique là qui joncheraient le sol. En tout cas, voilà, les gens du cirque sont partis fissa en laissant tout derrière eux et salut braves gens, nettoyez pour nous. Ça s'est passé des malandrins. Il n'y avait pas de pensée écologique au Moyen-Âge. On assiste ensuite au seul plot twist intéressant depuis plus de 50 minutes de film. Pour retrouver Sarouche et donc sauver Zéphyr, la fine équipe composée de Phébus, Esmeralda et Quasimodo doivent refaire confiance à Madeleine, qui prétend connaître tous les tours de Sarouche et donc toutes ses cachettes dans Paris. Esmeralda réussit à ce moment-là à convaincre Phébus de libérer sous surveillance Madeleine, donc presque avec un bracelet électronique qui avait été faite prisonnière, et donc de réviser, guillemets, son jugement envers elle, comme il l'avait fait au sujet d'Esmeralda elle-même dans le premier opus. Et là, à mon sens, le gros plan le plus jouissif du film, Monsieur le grand Phébus, bouche ouverte d'étonnement, qui ferme enfin bien sa gueule. Et en plus, ce moment est souligné avec plein de petites trompettes de t'avais bien tort. Haha, sale raston. Ensuite, petit retour dans les catacombes avec, en prime cette fois, la prise en otage d'un gosse. Et dans le 2, j'ai trouvé que les catacombes étaient encore plus... tout se correspondait en tout cas, en tout point, au cliché qu'un touriste était en droit d'attendre des catacombes, c'est-à-dire des murs comblés de crânes, comme on les voit sur les pages TripAdvisor de la partie publique et monnayée des circuits des réseaux souterrains de Paris, avec... Il y a un plan où vraiment tout l'écran est envahi de crânes superposés les uns sur les autres, et plein d'araignées sortent en même temps de chaque crâne. Donc simultanément, vraiment, ils ont tout donné sur ce plan. Les animateurs se sont dit, vas-y, c'est le moment, il faut un plan où 15 araignées sortent de 15 crânes. Let's go. Autant les visages de Quasimodo et des autres personnes, on s'en fout, mais alors les araignées, faut se concentrer là. Là, il faut les animer, il faut pas rater de frame. Quasimodo, on l'a compris, doit redonner sa confiance à Madeleine s'il veut avoir une chance de sauver la fidèle et Zéphyr au passage, et enfin arriver à piéger Sarouche. Il doit faire confiance à son cœur, en 2 mots. On commence à comprendre la leçon depuis Mulan 2. Et grâce à ses talents de funambule, Madeleine va finalement réussir à sauver Zéphyr, non sans risquer de tomber plusieurs fois dans le vide, tant elle est maladroite, on le rappelle. Et pendant son petit numéro de sauvetage périlleux, elle se parle à elle-même façon cassette de développement personnel. Tu peux le faire, Madeleine, je peux le faire. Donc elle passe du tu au jeu, là, il y a un petit basculement pronominal qui nous indique sa prise de conscience et son agentivité retrouvée. Et Quasimodo en remet une couche puisqu'il lui dit aussi qu'elle peut y arriver, donc elle y arrive finalement. C'est magique. Comme s'il suffisait que quelqu'un croie en nous, hein, c'est si facile. Encore une belle leçon de Disney, merci Walt.
Et elle récupère in extremis Zéphyr et lance à Sarouche sur le cul par une telle prouesse physique de sa part, donc de la part de celle en qui il n'a jamais cru. « Moi, je suis belle et je me tais ». Donc phrase hautement misogyne qui lui avait sorti plus tôt dans le film. Mais pour cela, pour s'en rappeler, faudrait-il ne pas s'être perdu en chemin dans les lourdeurs romantiques de ce film. Madeleine fait ainsi preuve devant tous les autres personnages qui n'ont pas ou peu cru en elle, de son agentivité et de sa perspicacité. Belle et seule démonstration féministe au bout d'1 heure de film, on n'y croyait plus. D'ailleurs, il y a peut-être quelque chose qu'il faut aussi mentionner, c'est que Esmeralda, qui est si badass dans le premier volet, elle combattait, y compris avec des caractéristiques jugées traditionnellement féminines, comme la danse, ou des caractéristiques traditionnellement marginales, avec son tambourin de gitane, est réduite là, dans ce deuxième volet, à un rôle peut-être tout féminin, traditionnellement, de confidente de Quasimodo, et au rôle de mère éplorée qui vient demander à son mari, le brave capitaine de la garde Phébus, de chercher son enfant disparu. Donc là, il y a une forme de dissonance, un fossé énorme entre ces deux représentations d'Esmeralda, entre le 1 et le 2, et on ne peut pas comprendre comment Esmeralda, qui avait elle aussi pourtant des tours de magie, de disparition, de prestidigitation dans le 1, devient d'un coup d'un seul si empotée. Mais en réalité, ce n'est pas de sa faute, c'est pas vraiment de son ressort, puisque on commence à le comprendre dans les films Disney, il ne peut pas, en gros, y avoir 2 personnages féminins de premier plan, et ici, pour que Madeleine trouve et gagne sa place, il faudrait, de facto, que Esmeralda soit estompée, alors que, pourtant, ça ne semble pas poser de problème de faire cohabiter 2 héros, si on considère par exemple Quasimodo et Phébus. 2 belles demoiselles en détresse qu'il fallait sauver des griffes de Sarouche, Madeleine devient donc une héroïne acclamée de tous, sauveuse d'enfants. Elle mérite alors un happy end, comme tous les personnages gentils du film, contrairement à Sarouche qui est emprisonné et ridiculisé. Sans perruque ni gaine, il est enfermé assez brutalement dans une cage, comme un animal, ainsi renvoyé à une prétendue nature pervertie ou monstrueuse, avec des R-guillemets toujours, à l'image de son âme. Le body shaming, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et on shame aussi à ce moment-là ses différents talents de prestigitateurs au passage, puisque sa dernière réplique est « Et je chante aussi dans les mariages !» Ce qui fait d'ailleurs une transition parfaite avec le plan large final de Notre-Dame, qui est pour l'occasion fleurie et en fête, avec des confettis au vent, la fidèle tonitruant. Il y a tout un... Donc cette réplique thématisant l'idée du mariage arrive et emporte avec elle cette idée de fête des amoureux à laquelle on assiste in fine. Tout le monde trouve chaussure à son pied lors de cette fête des amoureux, puisque même le cheval de Phébus se trouve une jument, comme quoi... Et la rocaille se trouve Djali. Djali, ouais. Ils officialisent un peu par un petit bisou. Comme quoi, l'hétéronormativité, c'est elle qui mérite à chaque fois un vrai happy end chez Disney. Et Madeleine remercie Quasimodo de lui avoir appris que le monde est plein de miracles. Ce à quoi il répond « Oui, que des miracles ordinaires, Madeleine, mais qui embellissent la vie. » Encore, ça veut rien dire. Miracle ordinaire, c'est vraiment un oxymore. Ça ne peut pas. Et à cette ultime couche de mièvrerie, j'ai eu la même réaction que Zéphyr. Burk. Mais ça, c'est un écho au début du film, là, avec une boucle bouclée de « Ouais, Burk. » Et un dernier gag pour la route, histoire de surexploiter au maximum le potentiel des gargouilles, qui sont des garants comiques dans les 2 films auxquels les spectateurs et les spectatrices sont censés s'être attachés. Ils sont émotifs à l'idée de voir Quasimodo former enfin un couple avec Madeleine et espèrent qu'elle prendra bien soin de lui. Madeleine leur répond alors en mode 6e sens, parce que nul autre que Quasimodo n'était censé les voir bouger et les entendre parler jusque-là, vu que ce sont, on le rappelle, des statues de pierre. Madeleine leur répond « Soyez tranquille, je vais le bichonner ». Cette petite voix. Ils en perdent même leur mâchoire de pierre. Dis donc, c'est hilarant, à s'en taper les cuisses. Le travail de Cara Design au moment où elles perdent leur mâchoire, c'est...
Vraiment, les gars, comment vous avez déjà vu des gargouilles complètement rongées par le calcaire? Eh ben, on va faire ça. Ensuite, clin d'œil, baiser de fin, cri du cœur, tout ça, on connaît. Et vive le couple, vive les hétéros. Fin du film, merci. Mais non. Remarquons, en dernier point, quand même, que leur déclaration mutuelle à Quasimodo et Madeleine ne se fait pas en bas où brille le grand soleil, si on peut reprendre les paroles de Quasimodo dans la chanson du premier opus, mais bien en haut de Notre-Dame, contrairement à tout le travail que Quasimodo avait fait dans le 1 pour s'autoriser à sortir de son placard cathédral, comme s'il avait le droit d'être amoureux et même en couple, mais qu'il ne devait surtout pas en imposer la vue à la population générale. Donc là, il y a bien ce dernier plan des 2 figurines de Quasimodo et Madeleine, fabriquées par Quasimodo, sur le pont, donc en bas, dans la ville, avec les gens d'en bas, puisque c'est ça, Quasimodo voulait vivre avec les gens d'en bas. Mais en fait, lui, il reste en haut avec Madeleine, certes, et les gargouilles, mais lui, il est en haut. Donc les figurines restent dans un domaine de la fiction. C'est des histoires, elles incarnent des histoires qu'on se raconte à soi. Elles sont des objets transitionnels par lesquels Quasimodo vivait une vie fantasmée seul. Désormais, ils sont Quasimodo et Madeleine à 2, certes, mais à 2 pour toujours marginaux. Ils restent vivre leur vie de couple en haut, caché, loin du regard des gens en bas. Puisque, ouais, il y a ce truc un peu gênant quand même de... au début du 2, il est autorisé à vivre au milieu des gens d'en bas, mais en fait, à la fin, il faut qu'il retrouve sa place, parce que peut-être que sa position d'homme à moitié formé, peut se tolérer s'il est seul et célibataire, mais peut-être que l'idée qu'il puisse former un couple romantique devient tout à fait inacceptable. Ouais. Puis il y a une sorte de repli, en fait, repli intime sur le couple qui annonce un peu de manière négative le futur de Madeleine, quoi. Ouais. Elle va être, on suppose qu'elle va être enfermée comme lui dans cette cathédrale à parler à des statues, quoi. Ce qui est un peu une fin en demi-teinte. En demi-teinte, mais elle vient de découvrir qu'elle pouvait leur parler, donc... Ah oui, bah ouais, elle pourra avoir des longues discussions sur le type de calcaire. Bon, je pense qu'il est temps de conclure et de passer au dernier segment. Passons donc au dernier segment de ce podcast que nous avons intitulé IL se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, certes, mais en haut de la tour, donc. Une conclusion. Donc ce segment se veut être une conclusion sur la pertinence d'une lecture féministe, gender et queer de ce film en particulier. Donc comme c'était déjà le cas pour la suite Mulan, on passe d'un récit haletant fait de vrais enjeux dramatiques comme l'extrémisme religieux, une chasse aux sorcières, de l'emprise psychologique, des questions d'asile politique et d'acceptation de la différence, à une histoire romantico-chiante avec des scènes de ménage ponctuées par de grandes évidences balancées sur l'amour. L'action passe donc clairement à la trappe, là aussi avec un Phébus simplet qui se fait si facilement mener en bateau, une Esmeralda quasi absente du film, et d'une passivité exaspérante quand on l'a apprécié dans le 1, et un Quasimodo totalement dépossédé de sa rage et de sa combativité. Les héros du film passent donc littéralement au second plan, au profit du personnage de Madeleine, que l'on a de la peine à apprécier tant elle est réduite à un personnage simplet, avec des réactions et des phrases un peu sottes pendant la plus grande partie du film finalement. Et la partie romance du film prend donc une place prépondérante dans ce film pour seulement une 20aine de minutes d'action et de suspense. On l'aura compris depuis le temps, les suites de Disney Toon Studio incluent systématiquement des histoires de couple dans leur production, comme le constate Célia Sauvage dans son livre déjà cité, n'hésitant pas d'ailleurs à accorder des romances à des personnages célibataires dans le premier opus, comme c'est le cas ici avec Quasimodo. On nous apprend grâce au Bossu de Notre-Dame et à sa suite que les hommes sont aussi soumis à des normes de beauté. Cette injonction est telle que la laideur est synonyme d'exclusion et de monstruosité chez Disney. Les tares physiques sont difficiles à supporter pour eux aussi.
et pas que dans ce qui touche à la séduction et à l'amour de soi, mais aussi à juste le fait d'être accepté dans la communauté. Mais Disney apprend à détourner plus facilement ses tares pour les personnages masculins que pour les personnages féminins, puisque la laideur de Quasimodo est largement contrebalancée par son agilité, son intelligence, sa créativité. On le rappelle, il est fan de maquettes et de miniatures et de vitrail. Et surtout par son immense bienveillance. On se rappelle que le 1 s'ouvre par une séquence de lui qui s'occupe d'un petit oiseau qui est sûrement malade ou qui est blessé, etc. Et là, il s'occupe de Zéphyr. Oui, c'est vrai. Et comme dans La Belle et la Bête, le monstre peut faire preuve de force physique et de virilité, ce qui lui permet en fin de compte de conquérir sa belle. Petit point bonus quand même à mentionner pour la résolution de cette suite, qui nous propose une Madeleine en héroïne, plutôt inattendue, qui reconquiert finalement Quasimodo grâce à son courage et à sa force physique et de caractère. Il s'envole, il voudrait qu'on l'aime, c'est normal. Merci d'avoir écouté ce 3e épisode d'Il était une suite consacré au bossu de Notre-Dame 2, le secret de Quasimodo. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à le commenter, voire à nous écrire. Vous pouvez aussi venir nous retrouver sur le compte Instagram du podcast, @ilétaitunsuite_podcast. On y répond toujours avec enthousiasme et on y poste des extraits vidéo et des indices à propos de l'épisode suivant. À bientôt pour le 4e épisode. Ciao! Ciao. Waouh. Non, je la refais pas, la masterclass. Mais...